Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline ou Marika de votre nom de guerre. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et alors, aujourd'hui, tout particulièrement, on a un sujet lourd, on a un sujet dense, on a un sujet qui nous concerne tous. Je ne sais pas comment on va le faire tenir dans les 15 minutes, mais on va y essayer. On a décidé, enfin, vous avez décidé de nous parler de l'aspect émotionnel de l'argent. Alors, allez-y, on vous écoute. C'est ça, bonsoir Bernard. Oui, donc l'aspect émotionnel de l'argent, pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand on parle d'investissement, on pense souvent tout de suite à l'aspect pratique et concret, c'est-à-dire nos buts, comment on va y arriver, quels produits on va utiliser, etc. Mais en fait, si vous lisez un livre qui est fantastique, qui s'appelle Psychology of Money de Morgan Housel, le concept, c'est vraiment, même si on a le meilleur plan, si on ne contrôle pas ses émotions, à un moment ou à un autre, ça va nous faire des faveurs. Et donc vraiment, on doit se connaître en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'investisseur pour justement contrôler ses émotions et pas faire n'importe quoi quand il y aura une période de stress. Alors, Donc, et je vous interromps parce qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai envie de dire, allez, 100% d'accord avec vous, l'aspect émotionnel de l'argent. Alors, dans mon métier, je l'ai rencontré enfin, deux fois de deux manières différentes et ça revient systématiquement. La première fois et qui revient systématiquement, c'est sur le temps. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un, on fait un investissement pour 5 ans, il vous dit, mais vous êtes fou, je serai mort dans 5 ans. Ou quand on vend de l'épargne retraite sur 15 ans ou 20 ans, non, 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 ça ne sert à rien, ça sert à rien. Et en fin de compte, bah, aujourd'hui, comme j'ai un peu grandi ou un peu vieilli, bah, tous ces gens avec qui on a fait des plans sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, bah, ils sont toujours là, ils ne sont pas morts. Donc, c'est quelque chose qui revient. Et après, il y a toujours les trucs voilà, de voir un millionnaire à qui vous faites perdre 100 euros et qui vous crie dessus comme si vous lui avez fait perdre la moitié de sa fortune et qu'en plus c'était de votre faute et que vous l'aviez fait exprès. Et de l'autre côté, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui au restaurant vont pas prendre de dessert parce qu'ils trouvent que le dessert est un peu trop cher à 8 euros, mais ils vont perdre 80 000 euros en bourse et ils vont dire, bon, bah, de toute façon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est mal, vous inquiétez pas, ça va remonter, les choses sont bien maîtrisées. Donc c'est évident qu'il y a un aspect émotionnel, là-dessus on est tous d'accord. La chose sur laquelle moi je voudrais vous entendre et vous faire réfléchir, c'est cet aspect émotionnel sur l'argent, on le met en avant parce qu'on ose en parler et parce que les hommes d'argent osent parler d'argent. Et donc, on en parle. Mais cet aspect émotionnel, il existe surtout. Alors, dans l'éducation des enfants, quand vous avez un enfant qui va boire un verre de vin ou qui va boire une gorgée, vous avez quelqu'un qui émotionnellement va réagir en disant, eh ben voilà, t'as grandi, toi. Et vous avez une autre personne qui va dire, mais t'es dingue ou quoi, ça peut faire un coma éthylique, c'est comme ça qu'on les rend addicts, ta, 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 ta. D'un côté, c'est sous contrôle, de l'autre côté, il n'y a absolument aucun contrôle. Quand vous avez, je vais reprendre un exemple d'enfant, un enfant qui sort, le soir, vous avez des parents qui sont derrière la porte avec le fusil à minuit 2 parce qu'ils ont dit qu'ils devaient rentrer à minuit, et d'autres, quand l'enfant rentre à 3 heures, qui vont lui dire, c'est un peu exagéré quand même, hein, 3 heures de retard, c'est un peu beaucoup, mais bah, il faut bien que jeunesse se passe. Donc ça, c'est avec l'éducation des enfants, on retrouve la même émotion. Dans son comportement naturel, on a exactement les mêmes émotions. Vous avez des gens en voiture qui vont hurler à la mort dès qu'on est un peu près ou pas un peu près, ou quand on est à 135 au lieu d'être à 130. Et vous avez des gens qui se sentent en parfaite sécurité à 180 dans les virages en disant, ah bon, non, je ne comprends pas, moi je trouve qu'on est bien, bien sécurisé, j'ai mes airbags, j'ai tout. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est là-dessus que je vais vous redonner la parole, l'aspect émotionnel de l'argent, bien évidemment, mais c'est parce que l'humain est un être émotionnel. complètement d'accord. Ah ben Donc, voilà. complètement d'accord. Mais du coup, voilà, en fait, le but de cette discussion, c'est vraiment d'essayer d'identifier en fait ces émotions et pour après, éventuellement, essayer d'en changer certaines si besoin. Mais donc, les émotions vis-à-vis de l'argent, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, ça peut être évidemment un mix des deux. Mais quand on prend les émotions négatives, il y en a trois qui ressortent souvent. C'est la peur, et ça peut être décliné sur la peur de ne pas avoir assez, la peur de provoquer, par exemple, si on est un peu mieux que ses voisins, ou la peur de paraître stupide.
Donc ça, c'est souvent sur les femmes qui n'osent pas poser de questions et donc qui préfèrent ne pas comprendre du tout que de paraître stupide. Puis Alors, après, je vous arrête encore, excusez-moi, mais alors, la peur de paraître stupide, on la voit déjà apparaître à l'école primaire, au collège, où vous avez des gens qui ne posent jamais de questions et qui préfèrent tout plutôt que de lever la main face à tout le monde et dire je ne sais pas. Et de l'autre côté, vous en avez d'autres, ça ne leur fait pas peur de poser 23 questions et de ralentir toute une classe en disant que c'est normal d'être à son rythme, puisque tant qu'il ne comprend pas, il est là pour apprendre. Donc là encore, on le retrouve dans l'argent, vous avez parfaitement raison, mais on le trouve bien avant et on ne le trouve même pas chez les adultes, on le trouve déjà chez les enfants. complètement, complètement, ouais. Donc après, donc ça, c'était la peur. La deuxième source un peu négative, c'est tout ce qui est culpabilité. Donc si, par exemple, on a plus que ses amis, si on a l'impression de ne pas assez donner, par exemple, dans des charities ou dans des associations, ou si on a l'impression, et encore une fois, ça c'est très subjectif, mais par exemple, d'avoir gagné de l'argent un peu facilement. Donc ça peut être aussi, voilà, sentiment de culpabilité. Et la troisième émotion qui est un peu négative, c'est la honte. Et donc ça, c'est surtout en termes de budget. Donc c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le dessert. C'est par exemple, ah, je savais qu'il fallait pas que je le fasse, mais n'empêche que je l'ai fait. Et donc du coup, bon, c'était 8 euros, mais ça peut se décliner sur plein de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait, mais on voulait vraiment ne pas le faire. Donc Alors, ça, pour la honte, on va essayer d'imaginer. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait réagir, et d'ailleurs pas que moi, puisque c'est repris dans tous les annales. Il y a un film célèbre qui s'appelle La Traversée de Paris avec Jean Gabin et Louis de Funès. Et à un moment, il y a cette réplique célèbre de Jean Gabin dans un bar qui s'énerve avec le patron de bar et qui le traite de salaud de pauvre. Et il lui dit salaud de pauvre avec cette grosse voix de Jean Gabin, et il répète, et il répète, et il reprit, et il jette des verres et il lui casse les bouteilles derrière son bar. Donc là encore, cette notion, il met vraiment en avant ce que vous dites avec cette notion de culpabilité ou de honte à être pauvre. Alors, ça vient d'où ça? alors ça, un mix de société, un mix de pas être 100% à l'aise dans ses baskets et surtout un gros problème de comparaison. C'est ça, donc ce serait un peu la même chose que son physique. On est plus gros que l'autre, on est moins beau que l'autre, on est moins agile, moins rapide. C'est la même chose. Mais C'est complètement. Et en fait, l'être humain ne supporterait-il pas d'être moins quelque chose que son voisin ou que son prochain? j'allais dire c'est humain de se comparer, mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a sa vie, chacun a ses circonstances, chacun a sa situation de départ et surtout chacun a ses buts. Et donc, si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est devant vous, qui réussit mieux, etc., oui, mais en fait, la personne peut-être n'attend pas des mêmes choses. Donc, en fait, voilà, il faut se recentrer sur soi et vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour moi plutôt que de regarder Alors là, j'ai ça. envie de Et vous puis répondre parce surtout, que là vous parlez de choses très complexes, très compliquées, très émotionnelles, et en 10 secondes, vous dites qu'il faut se recentrer sur toi. Mais ça me fait penser un peu aux gens qui ont des problèmes de poids. Ils luttent contre leurs problèmes de poids, et puis il y a quelqu'un qui arrive et leur dit ah ben c'est simple, il faut juste moins manger. Alors, ok, c'est simple à dire, il faut une seconde pour le dire, c'est parfaitement intelligent, c'est parfaitement vérifié, mais on sait que c'est impossible. Enfin, en tout cas, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans le rôle de coach que vous êtes, comment on apporte les gens à une forme peut-être de maturité ou à une forme d'intelligence ou à une forme d'intelligence scientifique qui dépasserait l'intelligence émotionnelle pour l'argent. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on porte ça? donc il y a plein de choses à faire. Mais donc du coup, le premier, c'est vraiment déjà d'identifier ses pensées négatives. Et deuxièmement, de changer sa rhétorique. Et donc ça, on appelle ça le pouvoir du positive thinking. C'est vraiment le but, c'est on est ce qu'on pense. Donc si on pense des choses négatives, du coup, on va un peu se miner. Et donc, comment on peut pallier ça? Ça s'appelle les money mantras. Donc, c'est des mantras sur l'argent où en fait, c'est une affirmation qu'on se dit assez fréquemment qui va nous rebooster.
Et donc ça, on peut le mettre sur son frigo, sur sa porte d'entrée, etc. pour que à chaque fois, on voit en fait l'information qu'on s'est dit, je peux y arriver, tous mes besoins ont toujours été remplis, mon salaire progresse, ce genre de choses qui va nous permettre de se sentir, d'avoir le stress qui réduit. Et après, il y a un peu 10 tips. Donc ça, c'est une question vraiment de mindset. Donc comment le cerveau fonctionne, etc. Donc déjà, on se rappelle qu'on a le contrôle et donc qu'on est maître de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut décider, etc. Deuxièmement, il faut vouloir travailler dessus, parce que comme vous avez dit, c'est souvent facile de dire je vais changer mon mindset et puis, ok, n'empêche qu'il y a du travail. Donc, vouloir travailler. Puis après, il faut fêter ces petits progrès, puisque souvent, on va attendre qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ben non. Enfin, en fait, chacun doit fêter les petits mieux. Faut déterminer ses valeurs, son pourquoi, et ça nous permet de garder la motivation. Si vous n'avez pas de but derrière, à un moment, ça ne va pas marcher. Évidemment, arrêter la comparaison. Donc, du coup, c'est lié à ses valeurs et son pourquoi. Il faut aussi être confortable avec ses peurs, donc les peurs qu'on a vues tout à l'heure. Exprimer de la gratitude, ça fait toujours du bien. Arrêter les pensées négatives, donc non pas qu'il y en aura plus, elles arriveront, mais du coup, à chaque fois qu'il y en a une, juste on pose, elle est là, et on arrête en fait de se faire des films, c'est juste, on la prend et puis on l'arrête. Et puis après, être dans l'action, donc c'est-à-dire aller de l'avant, être inspiré par l'argent d'une façon ou d'une autre, mais ça nous permet d'être meilleur sur sa gestion et augmenter sa culture financière, puisqu'encore une fois, dès qu'on s'y connaît mieux, ça fait moins peur. Donc, Alors, là, je vous arrête. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai que augmenter la culture financière va vous permettre de mieux gérer vos émotions. Parce qu'on retrouve les problématiques émotionnelles avec toute la population. Même avec, on va dire, des gens extrêmement avertis. C'est-à-dire, et on peut même retrouver quasiment dédoublements de personnalité, où vous avez le trader qui va être en face de ses boutons, en face de ses écrans, qui va gagner des millions, perdre des millions, ça ne va pas lui couper l'appétit à midi, il va manger son même sandwich qu'il ait gagné 100 000 ou qu'il ait perdu 100 000. Le soir, en rentrant à la maison, sa femme lui dit qu'elle a laissé tomber son porte-monnaie, qu'on lui a volé son portefeuille de 200 €, il va péter un peu. Donc, je pense que le savoir n'importe rien. Le savoir, il permet de comprendre, il permet peut-être de se raisonner, permet peut-être de comprendre qu'on a besoin d'une analyse ou d'une psychanalyse, mais le savoir n'empêche pas l'émotion. Et les deux se conjuguent. Vous avez des êtres parfaitement sachants qui sont rongés par les émotions. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de se prendre en main et de se dominer? Je ne sais pas. Et vous avez des êtres qui ne comprennent rien à rien et qui vont aussi être mangés par leurs émotions et complètement envahis par leurs émotions. Donc moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le savoir n'arrange rien. Non, complètement d'accord. Mais après, donc, c'était un des 10 types, donc c'est un. Mais n'empêche que le savoir, en fait, c'est le savoir de ses émotions et lire des livres, faire du coaching, ce genre de choses, ça permet justement d'être meilleur. Mais ce n'est pas nécessairement de la culture financière dans le sens propre du terme sur les choses hyper concrètes, mais c'est vraiment sur soit pourquoi on le fait, comment on va le faire pour être vraiment aligné dans sa manière de gérer et du coup, essayer de bien comprendre qui on est pour justement éviter ces émotions. En fait, le pire du pire, c'est quoi? C'est d'investir dans un produit, de ne pas avoir bien compris soit la durée de temps dont on a parlé tout à l'heure, soit le risque, et donc du coup, de revendre au pire moment. Donc, quand il y a 30% de baisse parce que, oh là là, j'en peux plus, j'avais pas du tout anticipé ça. Donc, en fait, ce travail de mindset, ça se fait et ça peut se faire en amont. Ce n'est pas toujours les émotions qui vous poussent à vendre au mauvais moment. Souvent, c'est un acte intelligent qui paraît comme un acte stupide 6 mois ou 1 an après, mais au moment où il a été fait, il devait être fait. Et d'ailleurs, vous avez des types de gestion
qui disent, voilà, quand une valeur ou une ligne a perdu plus que 15%, interdit de se poser de questions. À 15,01, de toute façon, c'est même plus vous, c'est l'ordinateur qui déclenche la vente. Le lendemain, elle peut rebondir de 14%. Et là, on traite l'ordinateur d'abruti, ou on traite celui qui a créé l'algorithme de crétin, où on dit qu'il faudrait qu'il puisse y avoir un esprit humain qui empêche quand on est prêt ou quand on sent un rebond, mais des fois, c'est une logique de gestion en disant, OK, j'ai joué, j'ai perdu, je prends la paume et je ne veux pas réfléchir, parce que ce qui serait encore plus bête que de perdre 30, ce serait de perdre 80. Et je vais donner quelques exemples, on les connaît tous. Hein. Vous prenez l'exemple de France Télécom, qui est monté, enfin, maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelait France Télécom quand c'est monté à 219. Aujourd'hui, la fleur au fusil, tranquille, c'est autour de 9 euros. Et voilà. Et donc, à 180, il y a bien des gens qui se sont posé la question, oh là là, j'ai déjà perdu ça. À 100, il y a des gens qui se sont dit, j'ai déjà perdu 50%, ça va rebondir. Enfin, voilà, vous avez des choses comme ça. Mais ça, pour moi, c'est différent parce que c'est un choix. C'est un choix de couper la pause. Donc, il est bon ou pas, mais c'est un choix. Et après, c'est la question de l'opportunity cost. Donc, c'est j'ai perdu, OK, mais est-ce que je pourrais pas mieux faire avec autre chose? Et donc, en fait, se dégager de la pause pour investir ailleurs si on ne croit plus sur ce quoi on était investi, etc. Donc, mais quand vous êtes un être humain, vous êtes formé en partie d'émotions. Et de toute façon, même si vos émotions, comme beaucoup de choses, bon, il y a un apprentissage à les gérer, à les organiser, à ne pas leur laisser trop de place ou ne pas leur laisser une place plus grande que vous voulez. Mais de toute façon, elles vont faire partie du raisonnement. Donc, dans le choix de couper une position, l'émotion va aussi prendre une partie. Et c'est là où je vais vous demander de conclure. OK, on voudrait ne pas être envahi ou ne pas être esclave ou asservi par ses émotions, mais il faut, enfin c'est ma question, mais ne faut-il pas quand même laisser une partie de ces émotions conduire notre comportement et notre vie, parce qu'une partie de ces émotions fait de nous ce que nous sommes. Complètement. Je suis complètement d'accord. Mais encore une fois, du coup, pour moi, c'est juste une question de savoir qui on est, savoir comment on réagit, comment on agit, qui on est en tant que personne, qui on est en tant qu'investisseur. Mais du coup, évidemment, il y a plein d'émotions qui sont bonnes et l'idée, c'est pas de couper les émotions. Mais je finirai juste par vraiment le titre de ce livre qui est vraiment fantastique, Psychology of Money, de Morgan Housel. C'est vraiment une belle lecture. D'accord. Il a été traduit en français ou il existe qu'en anglais? Ça, je sais pas. Bon, ben, vous nous le direz la prochaine fois. Ça marche. Super. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente semaine et puis à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche. Merci beaucoup, Bernard. Bonsoir, Marika. À très vite. Au revoir. Et voilà, l'ensemble de nos invités nous ont rejoints. Bonsoir, Cyriac. Bonsoir, Bonjour. Julien. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Et je vais commencer, comme d'habitude, par mon édito. Et nous allons ensuite réagir dessus tous ensemble. La réforme des retraites, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde est focalisé sur la réforme des retraites, qui en réalité, si on la décortique bien, n'est rien d'autre que la continuité des premières réformes entamées il y a bien longtemps et qui vise trois objectifs principaux: fin des régimes spéciaux dans la mesure du possible, rapprochement privé-public et retour aux 65 ans abandonnés en 1981 ou 1982. C'est à cette époque que François Mitterrand décide de mettre la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. Quelques années après, les premiers rapports sont sortis pour nous expliquer que le financement d'une telle mesure ne serait pas tenable dans le temps. En 2010, les premières réformes sont apparues et depuis, on ne cesse de réformer pour revenir petit à petit aux 65 ans et atteindre les deux autres objectifs plus hauts. Mais si on le regarde de plus près, c'est en réalité la réforme du travail qui est en train de se produire et encore plus en profondeur, la redéfinition du rapport des Français au travail. Emmanuel Macron a lancé la réforme de l'indemnisation des chômeurs, la réforme de l'attribution du RSA et maintenant la réforme des retraites, donc de la durée effective du travail dans le temps.
Il ne resterait plus qu'à toucher à la durée hebdomadaire et vous allez voir, ça ne va pas tarder. En tout cas, ça ne va pas tarder à être sur le devant de la scène et à revenir sur les 35 heures pour que la boucle soit bouclée. Mais rien ne presse. Pour l'instant, les gains de productivité sont énormes du fait de la technologie et des nouvelles méthodes de travail. De plus, le temps de travail et le nombre de jours de congé sera sans doute mis à contribution quand il faudra de nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale. Le sujet est vaste, essayons de l'aborder sans être dogmatique et de voir quels pourraient être les impacts sur le patrimoine. Le premier est que si on travaille plus longtemps, les revenus d'une vie pourraient être plus importants et les besoins d'une retraite moindres, mais peut-être pas. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous voir réagir. Alors, Cyriac, bonsoir. Comme d'habitude, je vais Bonsoir. vous laisser la parole en premier, mais je vais d'abord vous demander de réagir, avant de réagir en professionnel du patrimoine, de réagir en tant que salarié, tout simplement. Et je vais vous donner une punchline, et c'est sur cette punchline que vous réagirez. Et après, bien sûr, vous pouvez changer d'axe. Globalement, avant cette réforme, vous auriez dû partir, allez, je ne sais pas, 62, 63, et là, vous allez partir 1 an ou 2 ans de plus. Mais partir à la retraite, c'est OK, c'est arrêter de travailler, mais c'est surtout accepter de perdre 40% de son salaire, puisque les revenus de remplacement à la retraite ne sont pas équivalents aux revenus du salaire. Donc maintenant, vous allez travailler un peu plus, donc ça veut dire que vous n'allez pas perdre les 40% de votre salaire aussi vite, vous les perdrez, mais 1 an ou 2 ans après. Et donc, en fin de compte, dans votre vie, vous allez gagner un peu plus, vous allez gagner plus d'argent. Vous allez travailler plus, c'est vrai, mais vous allez gagner plus d'argent. En tant que salarié, vous vous dites quoi? Vous vous dites, chouette, je vais pouvoir travailler un peu plus et peut-être mettre un peu plus d'argent de côté pour la retraite, ou vous vous dites, ouille, 1 an de plus à travailler ou 2 ans de plus à travailler, ou vous vous dites, on verra bien quand le moment sera venu, parce que nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous n'êtes pas encore arrivé au moment de la retraite et loin de là. Alors, allez-y, dites-nous un peu comment vous voyez les choses et comment vous pensez ça. Et après, on passera à Julien, on lui posera exactement la même question. Bah, écoutez, dans mon cas personnel, c'est vrai que finalement, on est quand même dans des métiers de passion. Donc, travailler 2 ans de plus, alors je verrai bien quand j'aurai 62 ans, parce qu'aujourd'hui, j'arrive sur la quarantaine, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. J'ai envie de dire quelque chose qui me semble cohérent, surtout par rapport au profil de travail qu'on fait, puisqu'on est quand même des travailleurs de bureau, j'ai envie de dire. On n'est pas dans un environnement physiquement extrêmement éreintant, même si c'est des métiers qui peuvent être compliqués psychologiquement. Donc, je vois ça plutôt comme une logique de cohérence dans nos métiers, en tout cas, puisque l'allongement de la vie étant réel, c'est assez cohérent qu'on travaille un petit peu plus. Donc, comment dire, je vois cette réforme plutôt dans le bon sens à mon niveau. Maintenant, j'ai bien conscience que si tout le monde n'est pas dans la même configuration de salaire, ni de situation professionnelle. Voilà, travailler dans le BTP ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est pas exactement le même contexte. Alors, avant de passer à Julien, juste deux petites réflexions de ma part qui vont enchaîner les questions d'après. Dans le BTP, même quand on a un travail physique, c'est-à-dire que même quand on a un travail où le soir on est fatigué et il faut agir les muscles, ça peut aussi être un travail passion. C'est-à-dire qu'on peut être passionné. Je me rappelle une fois, je parlais avec un grutier et je sais pas, moi je m'imaginais même pas une seule seconde en haut de la grue en train de faire des choses comme ça. Et lui, c'était une passion, quoi. Quand il m'expliquait son métier, qu'il me parlait de son métier, j'avais l'impression d'entendre parler d'un pilote de chasse. Donc, c'était une vraie passion. Donc, il peut aussi, il y a de la passion qu'on retrouve partout. Donc, est-ce que la fracture se ferait avec les gens qui aiment travailler et qui n'aiment pas travailler? Il y a eu dans les Échos un article d'Atali extrêmement intéressant avec ça. Et il disait qu'en fin de compte, euh, quand le travail est vécu comme une souffrance, même 1 mois de plus est une catastrophe. Et après, il y a aussi autre chose sur lequel on peut réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la passion. Rien n'est sûr que même dans le même... D'abord, rien n'est sûr que vous allez faire le même métier dans 20 ans. Et rien n'est sûr que même si vous restez dans la finance, que dans 20 ans, la passion et le feu soient toujours le même. Mais on y reviendra tout à l'heure. On passe à Julien maintenant. Bonsoir Julien. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors, vous aussi, bon, c'est plié, vous allez travailler plus, vous êtes bien loin de la retraite. Et donc, même question, en travaillant plus, bah, vous allez gagner plus, puisque
vous aussi, vous allez avoir des revenus amputés lors de votre départ à la retraite, puisque les revenus de remplacement, quels qu'ils soient, ne sont jamais équivalents aux revenus que l'on gagne en travaillant. Donc cette réforme, vous la voyez plutôt du côté je vais travailler plus, je vais gagner plus, ou plutôt du côté un peu comme quand on était au service militaire, on disait merde, 1 an de plus pour l'acquis ou 2 ans de plus pour l'acquis. Moi, je n'ai pas fait mon service militaire non plus, donc c'est vrai que… Non, mais c'est vrai que je suis un petit peu dans la même veine que Cyriac. On a peut-être sensiblement le même âge. Moi, c'est vrai que j'ai un métier que j'aime, que j'apprécie, que j'ai choisi également, qui est un métier aussi, entre guillemets, somme toute, confortable sur tout un tas de points de vue. Donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, à 40 ans, je ne me verrais pas, ça ne me poserait pas de difficulté de travailler 1 an ou 2 ans de plus, tout en sachant que, quand bien même n'ayant à peine 40 ans, on sait bien, enfin, la réforme des retraites, vous l'avez dit dans votre édito, c'est la 10e, enfin, c'est un vrai serpent de mer, donc on en était bien conscient. Alors c'est vrai que moi, ça ne me poserait pas de difficulté dans la mesure où travailler plus permettrait de gagner plus, de faire 1 an ou 2 supplémentaires me permettrait de gagner plus. Ensuite, vous l'avez dit justement, moi j'ai 40 ans, j'aime mon métier et j'aime ce que je fais. Je ne sais pas si ce sera vraiment encore le cas dans 15 ou dans 20 ans. Et puis, il peut se passer aussi tellement de choses dans l'environnement financier que dans l'intervalle qu'on peut être amené à faire tout à fait autre chose. Donc, je pense que cette réforme des retraites, elle est sans aucun doute et sans nul doute nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Après, ça pose également d'autres réflexions sur notre capacité à nous adapter, notre capacité à nous réorienter éventuellement. Ça, c'est même des choses qu'on s'applique à titre personnel et qu'on réfléchit parfois à titre personnel avec mon épouse ou des amis. Aujourd'hui, on aime ce qu'on fait. Ça ne nous poserait pas de problème à l'instant T de faire 1 an ou 2 supplémentaires. Est-ce que ce sera le cas dans 15 ans? Est-ce qu'on nous permettra de nous réorienter, en tout cas de faire autre chose et de le faire bien? Là, je pense que c'est aussi toute cette question. Voilà. Alors, revenons maintenant à Cyriac et voyons ça un petit peu du côté patrimoine et du côté financier. Donc, on va travailler un petit peu plus. Donc, quand on travaille, on va gagner un petit peu plus. Donc, on devrait avoir des primo-seniors, donc des gens entre 62 et 65 ans qui gagnent un peu plus pour une partie. Après, il y a aussi la question de ceux qui ne travailleront pas, qui seront pris en charge par les assistances, les différents services d'assistance qu'on pourra avoir qui gagneront un peu moins. Mais globalement, la somme des deux devrait être un peu supérieure. Et de toute façon, c'est clairement le but, c'est-à-dire c'est créer de la valeur. Comment est-ce que ça, dans le temps, ça va impacter peut-être certains marchés, peut-être certains secteurs, peut-être certaines choses? Est-ce que la réflexion, elle a déjà commencé? Non, objectivement, c'est vraiment pas quelque chose sur lesquels les marchés réagissent. Les économistes, eux, peuvent faire des prévisions, mais comme vous disiez, c'est un temps très long. Et globalement, aujourd'hui, bon, il y a quelques papiers qui sortent de réflexion, mais c'est vraiment une logique très long terme. Et sur l'impact du marché, ce qui se passe aujourd'hui en France sur la question de la réforme des retraites, c'est anecdotique du point de vue des investisseurs. On est dans un marché global avec des investisseurs qui viennent de partout dans le monde. Et même les investisseurs français savent bien que ça sera quelque chose de très long. Après, sur la crédibilité j'ai envie de dire, le modèle français, c'est quand même un point important. Mais si vous regardez l'évolution, par exemple, du taux français par rapport au taux allemand ou au taux italien au cours des 2 dernières semaines ou de la dernière semaine, il n'y a pas d'impact du tout de ce qui se passe sur la réforme de retraite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, mais c'est des sujets qui sont complètement différents entre, d'un côté, l'économie très long terme, la structure économique d'un pays, et la réalité de ce qu'on peut vivre au jour le jour du marché, qui va être beaucoup plus focalisé sur la prochaine annonce de la BCE ou des éléments comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être structurant, mais c'est tellement des temps longs que pour un investisseur, ça a un impact qui est quand même objectivement assez limité, voire quasi nul actuellement sur les marchés. D'accord. Et est-ce que vous pensez que, donc, ce que je disais, c'est une certitude qu'en travaillant plus, les gens qui travaillent vont avoir plus d'argent puisqu'ils n'auront pas un revenu amoindri, mais ils auront un revenu d'activité. C'est aussi une certitude que certaines personnes n'auront pas d'emploi ou n'auront plus d'emploi
et auront ou dans leur dernière ligne droite de 4 ans ou de 5 ans, soit ils auront des indemnités chômage, soit des minima sociaux. Et ça pose la réflexion de l'employabilité ou l'emploi des seniors dans l'entreprise. Est-ce que c'est une réflexion qui commence, qui a déjà commencé, que vous sentez monter, et, et comment est-ce que ce sujet va se connecter dans les entreprises? Et là, j'en reviens un petit peu à votre propre métier, où c'est un métier où régulièrement des jeunes arrivent et aidés par l'intelligence, leurs études et la passion, ils poussent fort. Et donc, comment est-ce que vous voyez les choses ou comment est-ce que vous pensez que les choses pourraient évoluer là-dessus? Alors ça, c'est une question qui est vraiment très intéressante puisqu'on est au cœur en fait d'une problématique alors qui concerne pas forcément la France ou la zone euro aujourd'hui, mais qui concerne les États-Unis. Et on voit bien la problématique de seniors qui sont sortis du marché du travail avec la crise du Covid, alors que historiquement, les Américains travaillaient un peu plus longtemps et restaient plus longtemps à l'emploi. Le Covid a sorti une partie des Américains, de ces Américains relativement âgés, mais qui travaillaient encore du marché du travail, et ces gens-là ne sont pas revenus sur le marché du travail. Ce qui fait que globalement, on se retrouve avec un manque de travailleurs aux États-Unis et donc, on y reviendra, mais par exemple, un taux de chômage qui baisse pas, alors qui monte pas plutôt, alors que globalement, l'économie est en train de ralentir parce qu'il y a une forme de manque de travailleurs aujourd'hui aux États-Unis. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on compare pour le coup France, Allemagne, Espagne, Italie, la France se distingue assez négativement par rapport à l'emploi des seniors. Et ça, de manière un peu plus claire, parce que c'est déjà une actualité, enfin, c'est déjà une réalité plutôt, c'est quelque chose qui pèse quand même sur l'économie française comparativement à d'autres pays de la zone euro. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, qui est un peu la face, la deuxième, enfin, je veux dire, la face inverse de la réforme. C'est OK, travailler plus, d'accord, mais il faut qu'on arrive à rendre l'emploi potentiellement accessible à l'ensemble des personnes qui ont entre 60 et 65 ans. Et ça, c'est pas si simple que ça. On le voit bien. Alors, il y a des pays, on a des exemples de pays qui réussissent mieux que d'autres. Et la France, objectivement, est plutôt dans les pays qui réussissent moins bien à ce niveau-là, peut-être parce qu'on a une structure économique un peu différente, mais c'est quelque chose à travailler assez clairement. Et pour répondre à votre question sur la question du milieu financier, de l'asset management, de la gestion d'actifs, c'est vrai que comme c'est un métier qui est relativement exigeant et avec beaucoup de motivation, il faut que les personnes qui ont 30, 40 ans de travail continuent à avoir cette même j'ai envie de dire, ambition et cette même envie. Maintenant, je pense que c'est pas du tout quelque chose d'impossible. Nous, dans notre société, chez Sanso, on a des gérants qui ont 60 ans et qui, je vous dis, ont cette motivation toujours tous les jours d'aller sur les marchés, de comprendre. Et on a quelques exemples dans d'autres sociétés. Donc, de mon point de vue, c'est peut-être en effet le gap technologique qui peut être un peu problématique. On voit l'arrivée de l'intelligence artificielle, de choses comme ça. Il faudra une mise à niveau de personnes qui sont pas nées avec cette problématique-là ou cette réalité-là. Mais de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est même plutôt quelque chose qui s'additionne. C'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, on l'a vu récemment, 30 ou 40 ans d'expérience, je veux dire, qui a connu les années 80, qui a connu ce qu'étaient des taux à 15%. Alors, on n'est pas du tout revenu à ce moment-là, mais on a quand même connu cette année un mouvement de taux qu'on n'avait pas vu depuis la fin des années 70. Et parler avec des gérants ou alors avec des économistes qui ont connu ça, c'est à mon avis une forte valeur ajoutée. Ouais, vous avez sans doute raison. Alors déjà, moi, je peux vous le dire, hein, le premier appartement que j'ai acheté, les taux d'intérêt ils étaient à 8%. Et donc, j'ai envie de vous dire, même pas peur, hein. Je l'ai acheté, je l'ai payé tranquillement 15 ans, je l'ai loué, il y avait déjà des impôts. Enfin, je veux dire, voilà, ce n'était pas le temps des dinosaures du tout. Euh, et donc, il y avait de la croissance dans le pays aussi. Je veux dire, on n'était pas en période de récession ou en période catastrophique. Il y avait juste des taux élevés et avec ces taux élevés, les choses avançaient. Et là, je vais juste faire une petite aparté et après, je vais revenir à Julien. La véritable raison pour laquelle on a baissé les taux, c'est parce que l'économie avait besoin d'être stimulée pour aller de l'avant en baissant les taux. Si on avait, dans les années passées, eu une économie qui marchait très bien avec des taux élevés,
on n'aurait jamais baissé les taux. C'est-à-dire que c'est pas parce que des taux bas, ça peut paraître sympa qu'on baisse les taux. Les taux, ils ont été baissés parce qu'il fallait stimuler l'économie. Et comme l'inflation réduisait, les banques centrales n'avaient pas peur de baisser les taux puisqu'elles regardaient l'inflation. Et comme on est arrivé à des taux négatifs et avec pas d'inflation, j'ai envie de dire, elles n'ont toujours pas eu peur et elles ont continué à stimuler. Et maintenant, bon, comme il y a l'inflation, elles montent les taux. Mais on vit très bien avec des taux élevés. Ça peut paraître un peu bizarre à des oreilles jeunes qui ont connu que des taux bas, mais on vit très bien. Et je peux comprendre aussi que quelqu'un qui a acheté son premier appartement avec un taux de 0,90 ou de 1,05 se dit j'aurais jamais pu acheter d'appartement s'il y avait eu des taux à 4. C'est pas vrai. Il aurait fait comme les autres, comme sa génération d'avant, il aurait pu acheter. Et juste une question que je vous poserai tout à l'heure, après avoir parlé avec Julien. Est-ce que vous pensez que non, vous avez dit que dans tous les pays, il y a ce problème d'employabilité des seniors. Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité parce que tous les pays ont ce problème ou est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas ce problème et ensuite un deuxième groupe de pays qui a ce problème à des niveaux et à des échelles différentes? On va d'abord passer à Julien et après je reviens vers vous pour essayer de répondre à cette question. Donc Julien, vous travaillez au Luxembourg. Il faut remettre le micro, Julien. Voilà. Vous travaillez à Luxembourg, chez Willings. Donc, à Luxembourg, c'était aussi la retraite à 62 ans ou c'était une retraite plus tard? Et en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Bon, ça change, c'est 64, mais ça change pas grand-chose. Alors, c'est vrai que la place financière est quand même très, très jeune, parce que la place financière s'est développée depuis une grosse trentaine d'années. Donc, c'est vrai qu'on a dans les différentes sociétés de conseil, cabinets d'avocats, banques, une population assez jeune. Donc, c'est vrai qu'à terme, quand même, le problème d'employabilité des seniors peut se poser. Alors, attendez, juste une question. Donc, chez vous à Luxembourg, c'est 64 ans. Donc, en fin de compte, les Français ne font que venir tout doucement vers chez vous. Et alors, l'emploi des seniors, vous le voyez comment dans votre compagnie d'assurance, il y en a beaucoup? Il y en a pas assez? Oui, paradoxalement, non, il y en a assez peu. C'est ça, assez peu parce que effectivement, on est beaucoup sur une population assez jeune et la place financière est assez jeune, de jeunes expatriés qui ont rejoint comme moi de France, du Portugal ou d'ailleurs le Luxembourg pour tout un tas de raisons. Donc c'est vrai que c'est ce qui choque un petit peu lorsqu'on vient de France ou même lorsqu'on est tout à côté de l'Allemagne, c'est que vous avez, que ce soit dans les boutiques, que ce soit dans tous les services à la personne, qui sont l'industrie luxembourgeoise même, beaucoup de jeunes. Alors, quand je dis jeunes, on a assez peu de seniors, de gens qui ont plus de 60 ans. Donc c'est vrai que vous l'avez dit, le vrai enjeu de la réforme des retraites sur la France, c'est la capacité à trouver de la place pour ces seniors. Alors moi, j'ai une formation de juriste fiscaliste. Est-ce qu'un juriste fiscaliste de 65 ans est moins bon ou meilleur qu'un juriste qui a 35 ou 40 ans? Peut-être oui, sur un certain prisme international. C'est vrai qu'il y a une certaine maîtrise des langues étrangères, des juridictions internationales qui va se faire plus du côté quand on a 30-40 ans parce qu'on a été baigné là-dedans, parce qu'on a été par nos échanges universitaires, Erasmus, etc., on a l'habitude de maîtriser une, deux langues étrangères, de réfléchir à l'international, peut-être moins qu'un juriste de 65 ans qui a connu exclusivement une formation franco-française ou belgo-belge pour rester dans le cadre du Luxembourg. Après, est-ce que ça en fera une personne moins efficace et qu'il ne sera pas amène d'apporter du conseil plus efficient aux clients par rapport à moi qui ai 40 ans et qui maîtrise deux langues étrangères? Je ne suis pas certain. À la limite, la sagesse peut être aussi un gage d'une certaine qualité et sécurité. Vous n'allez pas nous dire le contraire, Bernard. Hein? Vous n'allez pas nous dire le contraire. Alors, moi, pour répondre à votre question, bon, en tant que chef d'entreprise, l'âge de départ à la retraite a jamais été un vrai sujet. C'est-à-dire que, bon, comme tout le monde, je paye des cotisations retraite, donc le jour où je partirai, j'aurai droit à un revenu de remplacement, mais ça n'a jamais été un vrai sujet. Et donc, pour le chef d'entreprise, les deux axes vers lesquels il est, c'est l'éventuelle vente de l'entreprise. Et donc, en fin de compte, il cède son outil, donc il se retrouve sans outil
Et là, le sujet devient intéressant, ou l'arrêt parce qu'il n'y a plus la passion, parce qu'il y a plus l'envie de faire, et voilà. Et après, le problème que Cyriac a mis en avant, mais on ne va pas le traiter aujourd'hui parce que c'est vraiment un autre sujet, c'est le problème de la technologie. Et c'est vrai que les gaps technologie embarquent des générations, ou plutôt débarquent des générations. Et on le voit bien tous avec nos parents, grands-parents, voilà, le choc d'Internet, des choses comme ça. On voit bien avec la volonté de Bercy de faire payer les impôts tout le monde en ligne, mais il y a des gens qui ne peuvent pas, tout simplement. Et donc, il va falloir attendre que ces gens-là disparaissent et partent tranquillement. Et là où je suis parfaitement d'accord avec Cyriac, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle partout, tout le temps, toujours, et en soutien de tout, va créer une révolution dans le travail, et probablement aussi, et là c'est peut-être un choc qu'on va avoir du mal à diriger, une évolution dans la productivité. C'est-à-dire qu'une personne assistée par, entre guillemets, son assistant virtuel, voire même ses assistants virtuels, bourrés d'intelligence artificielle qui vont lui mâcher le travail ou lui faire le travail d'assistant, de collaborateur, autre chose comme ça, on va vers une vraie révolution. Donc, et là, ben, les gens, peut-être comme moi, de ma génération, peut-être risquent d'avoir un gap technologique qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors, le gap technologique, c'est toujours par rapport à votre propre appétence à la technologie, par rapport à vos propres compétences, par rapport à votre propre envie. Et voilà. Mais ça, c'est un sujet qu'on va garder pour une fois prochaine. On va revenir à Cyriac. Cyriac, on va vous laisser conclure. On va vous laisser, avant de conclure, de juste revenir sur ce point de l'employabilité du senior. Est-ce que c'est un problème partagé par tous de manière différente, ou est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas ce problème? Et après, vous enchaînez directement sur votre point marché. Si on regarde l'Europe, pour répondre concrètement à votre question, la Roumanie, c'est 43% des 55-64 ans qui ont un travail. En Suède, on est à 76%. Donc, il y a clairement, et en France, pour info, on est à un peu plus de 50%. Donc, il y a clairement des pays qui ont plutôt réussi, et j'ai envie de dire assez ironiquement, assez étonnamment, on trouve quand même plutôt des pays du Nord, Allemagne, Suède, Finlande, qui sont des pays qui ont des modèles qui sont assez différents des pays du Sud. Et c'est en un mot, puisqu'on ne va pas non plus, je ne prétends pas spécialiser la question, mais il y a clairement une source d'inspiration à regarder du côté des modèles du pays du Nord qui sont réussi ce virage-là, parce que 76%, c'est quand même assez impressionnant en Suède. Et j'ai envie de dire, dans la philosophie, dans les techniques de management, il y a vraiment une intégration complète de ces personnes dans les outils de travail. Aussi, il y a un autre élément, on n'en a pas parlé énormément, mais c'est la formation. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent plus faire leur travail pour des questions physiques ou de fatigue, enfin physique, fatigue, etc. Et donc, trouver d'autres solutions. Et clairement, il y a des pays qui ont trouvé la solution. Alors, il n'y a pas la solution parfaite, on n'est pas à 100, mais quand on est à 76, au niveau français, si on passait de 55 à 76, bah, ça aurait clairement un impact beaucoup plus important, à mon avis, que juste la modification de 62 à 64 ans sur l'âge légal de la retraite. Je vais enchaîner alors on s'éloigne un peu de la problématique française. Regardez un peu ce qui se passe sur les macros et sur les marchés, hein, parce qu'on a un début d'année qui est assez atypique, hein, il faut bien le dire. Donc, je commence toujours par la macro. N'hésitez pas à m'arrêter, Bernard, si vous avez des questions. Du côté des États-Unis, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le ralentissement est en train de se matérialiser de manière peut-être un peu plus forte que ce qu'on pouvait anticiper. On voit que les probabilités de récession à un an aux États-Unis augmentent. On était aux alentours de 55-60. Aujourd'hui, on est à 65%. Donc, ça augmente progressivement parce qu'il y a des données économiques. Alors, avant, c'était plutôt des indicateurs avancés, typiquement ce qu'on appelle le PMI, qui était en dessous de 50, donc ça veut dire en phase de ralentissement. Mais là, on a des données d'activité réelle, l'immobilier en tête, mais pas que, les ventes au détail, la consommation au sens large, qui montrent des signes d'affaiblissement aux États-Unis. Et donc, la probabilité d'être en récession sur le premier semestre 2023 est en train d'augmenter de manière assez significative aux États-Unis, alors que c'était quand même un scénario qui était plutôt zone euro. Aujourd'hui, on va le voir, la zone euro va un peu mieux. Et donc, les États-Unis inquiètent, en tout cas, sont une source de questionnement pour les investisseurs et les économistes.
il y a quand même, tout n'est pas noir dans cet environnement-là. Il y a un taux de chômage aux États-Unis qui reste extrêmement bas. Donc ça, c'est quand même un vrai indicateur de récession aux États-Unis. Quand vous avez le taux de chômage qui monte fortement, c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, j'ai cité la question de l'emploi des seniors. Donc, ça peut être une explication partielle, mais certainement pas totale. Donc, l'emploi aux États-Unis reste extrêmement fort. L'inflation est en train de se retourner significativement. On était à plus de 9%. Aujourd'hui, on est à 6,5%. Donc, une chute assez impressionnante qui va se poursuivre. Et enfin, la Fed qui commence un peu à lever le pied sur les hausses de taux. Donc là, on anticipe 25 BP de hausse de taux sur la prochaine réunion qui aura lieu début février. Donc il y a des amortisseurs qui sont en train progressivement de se mettre en place. Est-ce que ça sera suffisant pour éviter une récession aux États-Unis? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce que cette récession peut être profonde aux États-Unis? Et de mon point de vue, il n'y a pas d'indicateur qui me permet aujourd'hui d'intégrer ce scénario-là, qui est pour moi le vrai scénario négatif. C'est-à-dire, on rentre dans une récession très profonde aux États-Unis, et c'est pas ce qui me semble être la tendance de fond. Du côté de l'Europe, là, c'est plutôt des bonnes surprises. Alors, c'est assez atypique, hein, j'y reviendrai sur les marchés actions, mais surperformance très nette des actions européennes depuis quelques mois, parce qu'on n'a pas été souvent habitué à ça. Et ça s'explique de manière très simple, c'est qu'on a des excellentes surprises du côté de l'énergie, en particulier du gaz. Un ordre de grandeur, on était à 300 € aujourd'hui sur le prix du gaz à la vente en gros, et aujourd'hui, on est à 70 €. Donc 300 € durant l'été. Quand on faisait des prévisions économiques sur des prévisions de croissance, c'était la catastrophe, surtout dans des pays très consommateurs comme l'Allemagne. Aujourd'hui, à 70 €, finalement, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus acceptable pour l'économie. Les prévisions de récession sont en train de baisser. Aujourd'hui, on est à 67%, donc c'est-à-dire très proche de ce qu'anticipent les économistes aux États-Unis, alors qu'on était à 80. Donc ça a baissé, et ça, c'est quand même très important. Le scénario de récession qui était quelque chose de tout à fait partagé il y a encore quelques mois et aujourd'hui challengé à la fois par des données économiques, on a certains indicateurs avancés qui commencent à rebondir, et par des données matières premières qui montrent une inversion. Donc la zone euro qui était vraiment le mauvais élève il y a encore, on va dire jusqu'à l'été 2022, est en train de devenir plutôt un bon élève. Alors on n'est pas habitué, et le marché a clairement salué ça. Et la BCE en profite un peu en se disant, si l'économie tient mieux, on va pouvoir être un peu plus agressif dans nos hausses de taux. Donc ça, c'est quand même quelque chose à surveiller, parce qu'en Europe, ou en zone euro en tout cas, l'inflation reste importante. On est à 9,2. C'est un euphémisme important. On reste à des niveaux totalement inacceptables pour la BCE. Donc on a cette question-là. Donc du côté des États-Unis et de la zone euro, on a un effet miroir, des surprises négatives économiquement aux États-Unis, des surprises positives en zone euro, et d'un autre côté, une banque centrale qui soutient plutôt l'activité aux États-Unis, en tout cas qui devrait la soutenir, et la BCE qui reste extrêmement rigide pour l'instant dans ses positions. Alors, une des émissions précédentes qu'on avait fait, il y avait David Calfon qui intervenait sur l'inflation et qui disait l'inflation, de toute façon, elle va baisser parce qu'on a l'effet de base, et donc chaque fois qu'on rajoute de l'effet de base, on ne peut pas avoir une hausse sans fin des choses. Donc ça, c'était la vision avec comme quoi l'effet de base finit par ralentir l'inflation. Il y a l'autre vision qui est la vision la plus diablesse et qui fait peur à tout le monde, c'est qu'en fin de compte, c'est cette espèce de boule de neige qui descend de la montagne et qui devient à la fin une boule gigantesque. C'est-à-dire que l'effet de base s'auto-entraîne vers la hausse. On a vu beaucoup de prix augmenter. Donc, au début, tout le monde a dit que c'était justifié parce que c'était l'énergie, parce que c'était les matières premières, parce que c'était le transport. Pendant même pas cette année, allez, on va dire pendant, il n'y a même pas une année complète, mais on va dire, allez, pendant cette année, on a vu l'énergie rebaisser. Vous parlez de 70, je pense qu'avant l'invasion de l'Ukraine, c'était 60 pour le gaz. On a vu le prix du transport s'effondrer. On a vu les matières premières rebaisser fortement. Donc, je ne les ai pas toutes en tête, donc je ne peux pas affirmer qu'elles sont toutes revenues au prix. Mais en tout cas, le panier moyen de matières premières a fortement baissé. Et on a vu la Chine, qui entretenait une pénurie avec son zéro Covid, abandonner le zéro Covid et remettre des choses. Avec tout ça, vous êtes sûr que l'inflation va baisser, ou rien n'est fait encore et la BCE, elle a plutôt raison de menacer pour l'instant, ou de dire qu'elle va continuer à baisser, parce que rien n'est géré encore à l'inflation, et on peut avoir beaucoup parce qu'on voit les prix continuer à augmenter dans beaucoup de secteurs. Alors,
on n'est jamais certain, mais je donnerais une probabilité extrêmement grande au fait que l'inflation va baisser en zone euro et aux États-Unis sur les prochains mois, avec un degré de certitude de 90 ou 95%. Parce que cet effet de base, il est monstrueux en fait. Il faut avoir en tête qu'on avait du prix du pétrole qui était monté sur des niveaux très élevés, et là, juste la normalisation en cours par le phénomène du 1 an glissant, globalement, c'est ce qu'on vous appelez l'effet de base. Il va y avoir un impact qui sera très positif. On le voit clairement aux États-Unis, l'impact de l'énergie aux États-Unis en contribution à l'inflation, c'était de l'ordre de 2. Aujourd'hui, c'est 0,5 et demain, ça sera 0, voire négatif. Donc ça, c'est à un niveau de certitude assez très élevé. La vraie question, c'est qu'une fois qu'on aura un peu effacé cet effet de base, il y aura une autre réalité de l'inflation. C'est ce que vous citez avec la question de la boucle salaire-prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les prix montent trop, les salaires montent. Et si les salaires montent, on est obligé de monter les prix et on rentre dans cette spirale inflationniste qui fait peur à tout le monde parce que c'est très compliqué à gérer. Et à l'heure actuelle, les données sur les hausses de salaire, c'est qu'il y a des hausses de salaire en zone euro aux États-Unis, alors plus aux États-Unis qu'en zone euro d'ailleurs, mais qu'on est resté dans un niveau d'acceptabilité, on va dire, tout à fait correct. Et c'est pour ça que finalement, la Fed est en train de ralentir un peu le pied sur les hausses de taux. La BCE est un peu plus agressive parce qu'elle était en retard. Mais globalement, de mon point de vue, cette partie-là, elle est à surveiller. Et elle devrait être, en fait, ça sera le sujet entre une inflation entre 2 et 4%. Ça sera ça le sujet. Est-ce que finalement les salaires, à un moment donné, arrêtent de progresser? On revient sur quelque chose de beaucoup plus normal, entre parenthèses. Mais le passage de, on va dire, 9 en Europe à quelque chose aux alentours de 4, entre 4 et 5, pour moi, il est quasiment acquis du fait de cet effet de base. Et c'est la deuxième étape de normalisation. Et c'est pour ça que la Fed et la BCE ont quand même beaucoup relevé les taux, parce qu'elles savent que c'est là-dessus que le combat va se porter. Est-ce que finalement, on empêche cette boucle prix-salaire de se perpétuer de manière indéfinie? Et si les salaires montent trop, on pourrait avoir une deuxième vague de hausse des prix, etc., et puis on s'en sort jamais. Alors, on va demander à Julien de réagir sur une question précise. Julien, vous remettez votre micro, s'il vous plaît. Bon, voilà. Julien, ça y est, Julien. Ça y est, Julien est avec nous. Alors, Julien, sur donc les effets macro qu'on a vu, qu'on a détaillé avec Cyriac, bon, il y en a un toujours qui est cette inflation, on n'arrête pas d'en parler parce que j'ai envie de dire, elle est mère, frère, sœur, cousine germaine ou cousine éloignée d'à peu près tous les problèmes. Et c'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à cette inflation, à ce couple inflation-taux. Vous voyez des choses comment? Alors, comment est-ce que vous voyez les choses au niveau de pression prix-salaire? Parce que c'est important. Dans les entreprises que vous côtoyez, voire même dans la même, il y a vraiment une pression pour demander des hausses salariales. D'ailleurs, il y a peut-être même déjà eu des hausses salariales, non? Par rapport à cette inflation, parce qu'elle est réelle. Et comment est-ce que vous sentez un petit peu les choses par rapport au contact que vous pouvez avoir avec les différents asset managers que vous voyez? En tout cas, si on reste sur le prisme luxembourgeois, vous parliez de notre entreprise ou de mon environnement. L'inflation, bien évidemment, ça c'est évident qu'on la ressent à Luxembourg comme partout ailleurs. Par contre, il y a un désavantage quand même à Luxembourg, c'est qu'on a, au niveau de l'entreprise, mais de toutes les entreprises luxembourgeoises, vous avez une indexation des salaires. Donc, vous avez les salaires qui sont indexés en fonction de l'évolution d'un certain panier d'indices, donc une indexation quand même de 2,5% brut du salaire, qui est régulièrement remis en cause, régulièrement critiqué, contesté, etc. Toujours est-il qu'elle existe quand même. Donc, normalement, en tant que salarié luxembourgeois, cette année, on aurait quand même 2,5% x 3, donc on aurait 3 indexations de salaire. Ce qui n'est pas comme, donc ce qui est très bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire pour le salarié. Est-ce que ça compense totalement ou pas l'inflation? Je ne pense pas. Attendez, je vous interromps. C'est fait, c'est plié, ça. C'est-à-dire que c'est la loi. Donc là, en 2020. C'est la loi. Il y en a déjà une qui sera en place dès le mois d'avril parce que c'était l'indexation du mois de juillet qui a été décalée, donc elle a été repoussée de quelques mois, mais celle-là, elle aura lieu. Et en fonction des statistiques et des perspectives d'évolution d'inflation, donc la boucle prix-salaire, elle se met au niveau du microcosme, du petit microcosme luxembourgeois un peu en place, puisque par définition,
tous nos salaires seront, je ne parle pas que des salariés de chez Willings, hein, ça concerne l'ensemble des salariés de la place, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit également le niveau de salaire, le niveau de responsabilité, tout le monde prend 2,5% brut d'augmentation à chaque indexation et il y en aurait peut-être sans doute 3 cette année, donc quasiment 2 consécutives, une en avril et une au mois de mai. Donc, ce qui n'est pas quand même sans poser un certain nombre de difficultés, puisque par définition, ça affecte quand même des difficultés. Je ne pense pas que dans des grands groupes financiers, il y ait des difficultés particulières, mais bien évidemment, par le fait, ça affecte le bénéfice et ça aura un impact également à terme sur les prestations et sur les prix et sur cette recherche de marge que l'on demandera, que l'on reflètera peu ou prou sur nos clients. Après, la réflexion que j'avais, moi, c'est depuis le début de l'année. Je ne sais pas, l'année dernière, j'avais l'impression, pas dans votre émission, Bernard, mais tout le monde était très, très pessimiste. Et aujourd'hui, je me demande si on n'est pas particulièrement tous très optimistes depuis le 1er janvier 2022. Moi, je vois des gérants. C'est gens qui rient et gens qui pleurent. Parce que je vois des gérants, moi, des asset managers. Parce que là, on a déjà pris pas mal de retard. On va revenir à Cyriac pour travailler sur le micro et rapidement nos marchés avant de continuer. Voilà, c'est à vous, Cyriac. Donc, côté micro. Alors, côté micro, on a les résultats des entreprises qui commencent à être publiés sur le dernier trimestre de l'année, aux États-Unis en particulier. En Europe, c'est toujours un petit peu plus tard. Bon, pour l'instant, on a des résultats qui sont un peu mitigés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est une croissance qui serait négative attendue de l'ordre de -1, -2 sur le Q4, selon le consensus. Donc, c'est la chance qu'on a, c'est que d'une certaine manière, il y a déjà une révision assez nette. Et d'ailleurs, c'est au cours des derniers mois assez clairement, voilà, on était plutôt, si on regardait il y a 6 ou 9 mois, on était plutôt aux alentours de 10 à 12% de croissance. Aujourd'hui, on est négatif. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, ça a commencé sur les élections américaines. On est entre 50, enfin, on a fait 50 boîtes sur 500 sur le S&P 500. Donc, c'est trop tôt pour se faire un avis. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les prévisions 2023, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ou en zone euro, globalement, on est plutôt sur des croissances de bénéfices relativement faibles, mais rien de catastrophique, qui valide plutôt le scénario de pas de récession forte. Parce que si vous avez une récession forte, c'est pas 0 que vous avez, c'est -10 ou -15, voire -20. Et là, c'est pas du tout ce qui est anticipé aujourd'hui. Et au niveau macro, je voulais juste donner un petit point, parce que pour moi, c'est le point le plus important, c'est la Chine, qui, au cours des derniers mois ou des dernières semaines, a vraiment changé. C'est vraiment le game changer, cette réouverture de l'économie chinoise, qui va tirer la croissance de l'économie chinoise. Les autorités chinoises ont fait le choix de l'économie sur le sanitaire. Ça faisait 3 ans que c'était l'inverse. Là, clairement, il y a une volonté très forte d'ouvrir l'économie. On a des données, des indicateurs avancés, par exemple de trafic dans les métros, dans les voitures. On a les premières données sur, voilà, là, c'est la période des vacances en Chine. Ça va être une vraie bonne nouvelle pour l'économie chinoise, pour l'économie mondiale. Alors ça, c'est la version positive. La version négative, et on reboucle avec la question de l'inflation, c'est que les Chinois, en réouvrant l'économie, vont certainement créer une pression sur un certain nombre de matières premières. Et on le voit par exemple sur le cuivre, qui est quand même un élément très important dans l'économie chinoise, qui a rebondi de plus 10 à 15% au cours du début de l'année. Et ça me permet d'enchaîner, si vous me le permettez, sur les marchés, pour faire un point en effet sur ce début d'année assez extraordinaire, en particulier en Europe, avec des croissances de l'ordre de 10%, une performance sur un Eurostoxx qui ne sont du jamais vu. Si le mois de janvier se clôturait là, c'est un mois de janvier comme on ne l'a jamais connu. Alors l'explication, c'est certainement qu'une vision très négative fin d'année dernière qui a permis ce rebond assez violent. Quelques bonnes nouvelles du côté de l'inflation qui se confirment au fur et à mesure et au niveau du prix des matières premières et du gaz en particulier, qui ont poussé les actions à la hausse et surtout les actions européennes. Il faut bien le noter. Aux États-Unis, vous êtes sur une performance de l'ordre de 3%. Alors, c'est sympathique, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et c'est vraiment le retour de l'Europe qui profite de cette macro qui va mieux, de résultats micro plutôt positifs et de cet impact de la baisse du prix des matières premières. De notre point de vue, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont quand même dans les cours. Quand vous regardez les PE, donc les price earnings, quand vous regardez ça, c'est globalement en partie dans les cours, en grande partie. Il y a une zone où on voit encore de l'intérêt, où on est surexposé. Le reste, on est neutre au niveau géographique. Mais les émergents, et en particulier la Chine, pour nous, ça peut être vraiment un pari attractif pour 2023. Et donc, on a une surexposition sur cette zone géographique au sein du monde action.
Du côté des taux et du crédit, en un mot quand même, vous donnez la tendance. Alors de notre point de vue, les taux sont plutôt en train de se stabiliser avec beaucoup de volatilité, mais se stabiliser, en tout cas la partie longue de la courbe, hein, c'est-à-dire à partir du 10 ans. On voit pas beaucoup d'opportunités sur l'Allemagne, la France. Par contre, une opportunité sur les États-Unis avec un rendement qui va être de l'ordre de 3,50 à 4 et donc qui offre vraiment un vrai coupon qu'on n'avait pas connu depuis des années. Mais là où on voit le plus d'intérêt dans le monde obligataire, c'est le crédit. Le retour du crédit en grâce. Alors après une année 2022 catastrophique sur le crédit, mais le crédit a cette vertu-là que quand il baisse, les rendements augmentent et donc on retrouve de l'attractivité. Et avec des rendements entre 8 et 10% sur du high yield ou des subordonnés bancaires ou des crédits émergents, c'est vraiment de notre point de vue là où il y a le plus d'opportunités. En tout cas, en termes de valorisation sur le crédit, c'est vraiment là où il y a le plus d'attractivité aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on privilégie dans nos portefeuilles aujourd'hui. Le retour du crédit, hein, qui est un move d'ailleurs, un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup de gestions et on voit que les flux qui arrivent assez massivement aujourd'hui sur le crédit qui offre, je l'ai dit, un rendement assez attractif, surtout si vous êtes, et c'est très important, pas dans le mode les anticipations les plus négatives au niveau macro. Donc voilà en quelques mots ce que nous on perçoit. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on est beaucoup intervenu et sur lequel on a beaucoup fait. Alors, vous avez un fonds chez vous qui s'appelle le Senso Objectif Durable 2024, donc un fonds qui agrège des obligations avec une date finale, donc une date prévue de remboursement en 2024. Ce fonds, l'année dernière, donc en 2022, avec la crise, comme tous les fonds obligataires, il a baissé. Et donc, est-ce que ce fonds remonte? Est-ce qu'on voit que les choses se renormalisent? Et est-ce que sur ce fonds-là, vous avez toujours des anticipations de rendement et de résultats de qualité pour cette année 2023? Alors sur ce point-là, clairement, c'est vraiment le fonds qu'on pousse aujourd'hui, puisque en un mot, on a 5 de rendement et on a un peu plus de 1 de sensibilité. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de risque de taux. On a vraiment une sensibilité. Comme il est 2024, on a vraiment un risque crédit assez pur et on est investi sur des boîtes qui sont entre du high yield et de l'investment grade, ce qu'on appelle du crossover, des sociétés qui, de notre point de vue, sont quand même extrêmement robustes. Donc, on n'a pas de crainte très forte sur des possibilités de défaut. Ça peut toujours arriver, mais voilà, on a construit un portefeuille très robuste qui affiche un rendement de 5 pour une sensibilité de 1 à 1,2. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a de l'intérêt aujourd'hui, surtout pour des investisseurs qui finalement, vous voyez, l'incertitude reste quand même sur le sujet de l'inflation, etc. Il y a vraiment eu aujourd'hui, il offre une visibilité très forte puisque voilà, à un an et demi, vous serez remboursé et avec un rendement qui est quand même très sympathique. Et donc, c'est quelque chose qu'on considère comme toujours intéressant et nous, on le considère et j'ai envie de dire nos clients aussi ou nos prospects puisqu'on a eu un succès assez extraordinaire. C'est un fonds qui est passé de 60 millions il y a encore quelques mois aujourd'hui à plus de 150 millions parce qu'il répond vraiment à une problématique qui est simple. C'est profiter du rendement aujourd'hui des actifs crédits, mais avec un niveau de risque qui est relativement limité. Et c'est typiquement le positionnement de ce produit. Et donc, pour répondre à votre question, de notre point de vue, 2023 et 2024, c'est un fonds qui devrait afficher une performance assez sympathique. Ok, super. Je rappelle à tous les auditeurs que ce n'est pas un conseil d'achat quand on vous dit qu'un fonds devrait ou pourrait ou saurait, que c'est juste ce que l'on pense, ce que l'on explique, et que si vous souhaitez en acheter, vous passez par un intermédiaire qui, lui, sera à même de vous donner un conseil en bonne et due forme et comme il faut le faire. Cyriaque, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants, un peu denses, quelquefois un peu compliqués. Mais voilà, c'est une façon de faire et maintenant nos auditeurs ont l'habitude. Merci beaucoup, je vous dis à très très bientôt et c'est maintenant au tour de Valentin François qui nous a rejoint. Bonsoir Valentin. Bonsoir Bernard. Alors, il y a 15 jours, vous êtes venu pour nous expliquer ce qu'était la blockchain. En fin de compte, vous avez rejoint la société Arbevel pour développer ça et créer un fonds autour de la blockchain. Donc, ce que je vous propose, en 30 secondes, vous nous redéfinissez une définition de la blockchain pour rafraîchir les mémoires. Et ensuite, on démarre sur ce fonds, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que vous avez comme espérance, où sont les craintes, de qui doit-on se méfier, de quoi doit-on se méfier. Allez, je vous donne la parole et s'il y a des choses qui ne me paraissent pas claires, je me permettrai de vous interrompre.
Bien sûr, merci Bernard. Je dirais mieux qu'une définition, c'est donner juste la proposition de valeur de la blockchain parce que je trouve que la définition ne parle jamais trop à grand monde. Pour résumer, la blockchain, la proposition de valeur, c'est de permettre le transfert de propriété sans intermédiaire sur Internet. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire sur Internet, transférer la propriété d'un fichier, par exemple. Quand je vous transfère, Bernard, une présentation PowerPoint, vous l'avez sur votre ordinateur, je l'ai sur mon ordinateur. En fait, ce ne sont que des copies de fichiers qui sont faites. Et on a bien compris que ça posait des problèmes quand on a voulu réfléchir à transférer de la valeur et de la propriété sur Internet, quand les banques s'y sont intéressées, évidemment, puisque c'était magnifique de pouvoir transférer de la valeur, donc de la monnaie, à la vitesse d'un mail. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on peut donner la possibilité à l'utilisateur de la copier à l'infini. Et donc, on a réussi plus ou moins à le faire en multipliant les tiers de confiance. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut le faire sans tiers de confiance. Et donc, qui dit sans tiers de confiance, eh bien, disruption de certains acteurs, certes, mais des coûts de transaction moins élevés, instantanéité et un réseau qui est 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, live. Et puis, une multitude de cas d'usage, puisque je vous disais transfert de propriété. Et donc, quand on parle de transfert de propriété, ça peut être des objets du monde digital, du contenu digital, pardon, donc de la musique, de la vidéo, des éléments dans des jeux vidéo, mais aussi des objets du monde physique qui auraient leur double digital sur la blockchain et donc permettre le transfert de valeur aussi de ces objets-là en s'assurant que ce ne sont pas des faux. Et donc ça, c'est l'exemple, je crois qu'on en parlait la dernière fois, par exemple, de l'industrie du luxe qui s'intéresse à la blockchain pour les certificats d'authenticité. Voilà en quelques mots ce qu'est la promesse de la blockchain. Et donc, on a créé un fonds d'action internationale chez Arbevel au mois de décembre. Donc, c'était un 2022. Donc, c'est un fonds tout jeune. On l'a lancé avec 6 millions d'euros. Et aujourd'hui, on en est assez fiers parce que c'est une thématique qui est plus ou moins adressée déjà par certains ETF. Nous, on veut proposer une gestion active là-dessus, puisqu'il y a quand même beaucoup de pièges à éviter. Et donc, voilà pourquoi on veut offrir à nos clients une exposition à des actions internationales sur cette thématique-là. Alors, le fonds, d'abord, c'est, vous l'avez dit, international, donc c'est le monde entier. Oui, tout à fait. Que des actions? Que des actions. Alors, que des actions. c'est bien, c'est vrai que je n'ai pas précisé, vous avez bien raison. C'est que des actions. C'est un fonds UCITS, donc on n'investit pas dans les cryptos, on n'a pas le droit, et puis c'est pas prévu dans le prospectus du fonds. Ce n'est pas aussi notre expertise, même si on connaît bien ce milieu-là dans l'investissement à titre personnel, aussi bien moi que Sébastien Lalevée, qui est co-gérant du fonds. On s'est dit, il y a quelque chose d'assez rassurant à proposer à nos clients d'investir dans des entreprises parce qu'on connaît le sous-jacent, on peut discuter avec le management de ces entreprises-là et on essaye aussi de monitorer quelque part le risque et donc la volatilité. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec les cryptos. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur sous-jacente aux cryptos, ça c'est un autre débat. Je dis juste que nous, on est plus confort avec notre expertise qu'on a sur le marché financier et l'investissement que d'aller dans des sociétés. Au moins, on peut lire des comptes de résultats et justifier nos investissements de cette façon-là. Alors, j'ai quelques questions, moi. D'abord, c'est un fonds qui est très large, beaucoup de sociétés, ou c'est un fonds qui est plutôt concentré? Une quarantaine de sociétés, ou on est à 100, 150 sociétés? C'est une super question aussi. C'est un fonds qui est concentré, c'est un fonds de conviction. Aujourd'hui, on a 36 sociétés dans le portefeuille, donc c'est extrêmement concentré. Mais j'ai envie de dire, si je pouvais en mettre 50, j'en mettrais 50. Mais aujourd'hui, si je me tiens à ma discipline d'analyse financière, de valorisation, parce qu'on en profite, puisque on a quand même des sociétés qui sont parties un peu à la cave en termes de valorisation. Donc, si on fait attention aux valorisations, si on cherche des sociétés qui sont, pour la grande majorité du portefeuille, rentables et génératrices de cash, eh bien, effectivement, on a un portefeuille qui est concentré. Il y a des sociétés qu'on a exclues de notre portefeuille aujourd'hui parce qu'on estime que ce n'est pas le moment de les avoir. Et puis d'autres où on estime que la santé bilancielle est beaucoup trop faible pour se permettre de les avoir. Et je pense par exemple aux sociétés de minage de crypto, c'est assez représenté dans cet univers d'investissement. Alors rapidement, c'est des sociétés qui viennent sécuriser et valider les transactions sur certaines blockchains comme celle du Bitcoin. On pourrait les avoir en portefeuille. C'est des sociétés qu'on rencontre et dont on monitore, je dirais, les publications.
trimestre après trimestre. Malheureusement, dans ce marché-là, c'est des sociétés qui sont, je dirais, qui ont vu leur EBITDA, leur résultat opérationnel fortement fondre, avec un niveau de dette assez massif, et donc du coup un effet de levier qui est juste impossible à justifier dans un portefeuille de stock picker. Donc on n'est pas en train de se renier sur la thématique en disant ah non, on fait pas ci, on fait pas ça. On n'est pas un ETF, on met pas tout ce qu'on veut dans le portefeuille. On veut assurer un maximum de sécurité et de performance à nos clients, et donc on fait assez attention à tous ces sujets-là. Donc peut-être qu'on ira dans ces sociétés-là quand elles montreront une santé financière plus importante, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Donc d'où les 36 sociétés dans notre portefeuille, sachant qu'on évolue dans un univers d'investissement d'à peu près 300 sociétés. Donc quand je dis un univers d'investissement, ça a passé notre filtre thématique. Et je dirais qu'on a un univers encore plus large, c'est à peu près 500 sociétés qui sont liées à la blockchain, 500 sociétés listées qui sont liées à la blockchain. D'accord. Voilà. Alors, toutes ces sociétés, on est systématiquement dans un univers de sociétés technologiques et haute technologie, et systématiquement dans un univers de sociétés dites de croissance, ou alors pas que, et un petit peu comme l'histoire de la ruée de l'or en Californie, on disait qu'il fallait investir dans les vendeurs de pelles, les vendeurs de tentes et de choses comme ça. Est-ce que vous, dans votre univers aussi, vous avez beaucoup de périphéries qui vont sortir de l'ultra-technologie et sortir de la croissance, qui est quand même le cœur du portefeuille. Donc, à confirmer par vous, mais de mon point de vue, c'est quand même un cœur de portefeuille de technologie et de croissance. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, le portefeuille en soi est effectivement très tech et assez financier, slash fintech, j'ai envie de dire. Et il y a pas mal aussi de sociétés dans le média divertissement, donc des sociétés plutôt dans le jeu vidéo notamment. Et effectivement, on a ce biais tech croissance, on va dire. Mais ce qu'on aime bien faire, c'est d'aller chercher les pelles et les pioches, effectivement, de cette ruée vers l'or, parce que justement, ça permet de se positionner sur des sociétés qui ont des activités par ailleurs déjà rentables, déjà génératrices de cash, et où l'activité blockchain, c'est une optionnalité aujourd'hui qui est quasiment gratuite. C'est-à-dire que c'est même pas du tout dans la valorisation de l'entreprise aujourd'hui, parce que le marché l'a mise à zéro depuis ce qui s'est passé sur les différents événements de 2022. Et donc, du coup, on va sur ces sociétés-là qui viennent permettre de créer, de bâtir l'infrastructure au sens large de la blockchain, en tout cas donner les pelles et les pioches effectivement de cet écosystème. Et donc, on peut aller chercher des boîtes, par exemple, dans le paiement, qui permettent de passer de ces euros classiques, dits fiat, dans le langage un peu technique, donc les euros ou les dollars actuels, pour les convertir en crypto, par exemple, et intervenir dans le différent écosystème de la blockchain, il y a une brique de technologie. Il y a une société qui est listée, qui s'appelle Nuvei, Nuvei, qui est listée au Canada, qui a racheté une société qui s'appelle Simplex, qui est spécialisée là-dedans. Et ça, c'est une brique de technologie qui nous intéresse énormément, parce que sans ça, cet écosystème-là n'existe pas. Donc ça, c'est un peu le bel exemple des pelles et les pioches. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que le fonds est et sera systématiquement corrélé à la valeur du panier moyen des cryptos, ou on peut prendre comme valeur de référence le Bitcoin, ou alors non, pas du tout. Vous pensez qu'on peut avoir des périodes de forte hausse des cryptos et pas de spécialement forte hausse de votre fonds, et le contraire aussi, des périodes de forte baisse des cryptos ou des périodes de stabilité longue des cryptos, et votre fonds qui, cas un cas, fera un bon rendement annuel ou un bon rendement même année après année. Alors nous, on n'a pas cherché effectivement à répliquer le cours des cryptos. Il y a des ETF en fait qui essayent par la construction de leur panier effectivement d'essayer de répliquer le cours des cryptos, et donc d'un panier moyen ou celui du Bitcoin comme vous voulez. Nous, il n'y a pas de corrélation au fond. Il n'y a pas de corrélation aux cryptos avec notre fonds. On n'a pas du tout cherché à faire ça. Parce que ça impliquait du coup une construction qui n'avait rien à voir avec de l'analyse fondamentale. Et on pourrait le faire techniquement, on pourrait le faire, mais c'est pas du tout cette vocation-là. Donc effectivement, on n'a pas de corrélation aux cryptos. Par contre, il y a certaines valeurs qui malheureusement sont achetées par le marché en proxy justement crypto. Et c'est totalement, je dirais que le cours de bourse de ces sociétés-là sont parfois totalement détachés des fondamentaux de l'entreprise.
Je pense notamment justement aux sociétés de mining, enfin de minage sur crypto qui ont fortement rebondi depuis le début de l'année sans aucune raison, hormis le rebond des cryptos, et qui sont joués en proxy par les investisseurs institutionnels qui ne peuvent pas détenir de crypto dans leurs fonds voilà, ou dans leurs allocations. Donc, nous, on évite ce genre de société, comme je disais depuis le début. On a une seule société où on voit une certaine corrélation aux crypto, mais qu'on n'a pas acheté pour ces raisons-là, parce qu'on a réussi à l'acheter en fin d'année dernière à une valeur qui nous paraissait assez attractive. C'est Coinbase, cette société qui permet l'échange de crypto-monnaies pour une personne particulière ou les institutionnels. Et nous, on pense que c'est une société qui, puisqu'elle est régulée par la SEC, puisqu'elle offre quasiment tous les outils aujourd'hui pour les institutionnels pour faire les investissements correctement, on pense que c'est une société qui bénéficiera de toutes les mauvaises nouvelles qui s'étaient produites en 2022. Donc, on l'a acheté pour cette raison-là. Elle a fortement rebondi depuis le début de l'année. Pas parce qu'elle avait annoncé qu'elle réduisait de 20% le nombre de salariés dans l'entreprise, mais parce que tout simplement, ça a été drivé par des flux. Des flux qui, pour l'instant, sont pour nous plutôt positifs pour le fonds, hein, puisque ça a fait monter fortement la société. Le métier de Coinbase, c'est de vendre des cryptos ou de permettre aux gens de les échanger entre eux ou de permettre de faire du change d'une crypto à une autre? Alors, effectivement, c'est comme une place de bourse, en fait, mais dédiée aux cryptos. Donc, vous êtes Bernard, vous vous inscrivez dessus, il y a un KYC à faire, et puis derrière, vous allez pouvoir traiter vos cryptos, les acheter, les vendre, voilà, tout simplement. Après, il y a d'autres différents produits sur lesquels vous pouvez avoir du rendement sur certaines crypto-monnaies, etc. Et pour les institutionnels, ils proposent carrément même d'être dépositaires de ces cryptos. Il y a toute une partie aujourd'hui qui viennent de lancer sur le trading de dérivés, de produits dérivés sur les cryptos, des produits en fait qui sont nécessaires pour certains investisseurs institutionnels pour se hedger parfois. Voilà. D'accord. Et alors, là on arrive à la fin. Depuis le début de l'année, il se passe comment votre fonds? On est aujourd'hui sur évidemment une performance positive. On se benchmark contre le MSCI World. On est à peu près à plus 6%, il me semble, là, avec la valorisation de vendredi dernier. Donc, ouais, un peu plus 6% par rapport à un MSCI qui doit être autour de 3,5, quelque chose comme ça, plus 3,5. Voilà. Donc, c'est une performance, puisqu'on a un biais quand même qui est plutôt Amérique du Nord. Pourquoi avoir choisi comme indice de référence le MSCI World et pas un indice plus technologique? C'est une très bonne question. C'est parce qu'on pense que dans 10 ans, c'est une technologie qui sera dans toutes les entreprises, ou en tout cas une grande majorité des entreprises, et que donc du coup, on pourra très bien aller chercher des sociétés, je dirais, dans l'assurance, des sociétés dans l'automobile, etc., etc. Mais ça, si on a ces sociétés-là en portefeuille, c'est que le pari aura été réussi et qu'on aura fait de l'argent sur les pelles et les pioches et les pure plays qu'on a en portefeuille aujourd'hui. Donc, ça sera une très bonne nouvelle pour tout le monde et nos investisseurs qui nous font confiance depuis le début. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on s'est dit, la justification, elle est là, c'est que demain, je peux investir potentiellement dans une entreprise dans le luxe, qui fait du retail, qui fait, je sais pas, du télécom, voilà. Donc, on ne voulait pas se priver de ça et je pense que c'est assez justifié. Le seul indice qui pourrait correspondre à un indice tech, est-ce qu'on se mettrait contre le Nasdaq alors que les proportions des GAFA ou des Magma maintenant sont gigantesques, alors que nous, on a décidé de ne pas en avoir dans le fond en disant on n'est pas un énième fonds large cap tech, donc on n'en veut pas, on n'en met pas. Les investisseurs n'ont pas besoin de nous pour mettre ce genre de société dans leur portefeuille. Donc, ça serait prendre aussi un biais par rapport à un indice qui en est rempli des tonnes et des tonnes. Alors que sur les MSCI, il y en a quand même, hein, c'est déjà quasiment 10% du MSCI World, ces sociétés-là. Donc, on a déjà, je dirais, un biais par rapport au MSCI sur ces sociétés. Mais au moins, c'est tolérable. Voilà. On compare quand même plus ou moins les mêmes choses à la fin. OK, alors je vais rappeler pour nos investisseurs, la société de gestion, c'est Arbevel. Et le nom de votre fonds, je vais vous laisser nous le dire. Pluvalka Global Blockchain Equity. Pluvalka Global Blockchain Equity. OK. Donc, comme d'habitude, pour tous les auditeurs, si vous voulez des renseignements, vous nous envoyez un mail et on transmettra votre mail à la société de gestion.
qui vous répondra ou on vous répondra nous si on est en capacité à le faire. Merci beaucoup Valentin, bonne chance pour votre fonds. Merci beaucoup Bernard. On se reparlera sans doute un peu plus tard dans l'année et on verra comment les choses progressent, si vous en êtes satisfait et si tout se passe comme vous le souhaitez. À très vite et merci d'avoir été aujourd'hui avec nous. Au revoir. Merci beaucoup Bernard, au revoir. Et c'est maintenant le tour de Clément Rozan du cabinet Rozan & Cohen. Bonsoir Clément. Bonsoir Bernard. Alors on ne se quitte plus, il y a 15 jours on était ensemble, on est à nouveau ensemble. Cette fois-ci, un nouveau sujet. Alors, un sujet qu'on a choisi ensemble par rapport à notre soirée du 31 janvier. Vous allez venir, merci beaucoup de faire le déplacement, et un petit peu expliquer à cette communauté française à Lisbonne les pièges de la résidence, de la non-résidence. Voilà, on l'a intitulé comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment être sûr d'être résident et ne pas se retrouver à avoir des problèmes avec, entre guillemets, son ancien pays ou son pays d'accueil, ou voire même avec les deux. Donc, quand on décide de partir, on s'en va, on s'installe ailleurs, on fait ce qu'il faut comme il faut. Et là, comment est-ce que les autorités fiscales, donc françaises, puisqu'on va dire en théorie c'est le pays qu'on quitte, vont nous voir, vont nous regarder et vont déterminer si on est résident ou si on n'est pas résident? Alors, tout d'abord, les règles vont différer en fonction des impôts. Donc, c'est des règles un peu complexes, mais qui vont vraiment différer en fonction de l'imposition. Est-ce qu'on parle d'impôt sur le revenu? Est-ce qu'on parle d'impôt sur la fortune? Est-ce qu'on parle de droit de donation? Est-ce qu'on parle de droit de succession? Donc, les règles sont relativement établies en matière d'impôt sur le revenu, en matière de contribution sociale, donc ce qu'on appelle la CSG et la CRDS, et en matière d'IFI. Par contre, les règles sont un peu moins cadrées en matière de donation et de succession, car on n'a pas de convention fiscale entre la France et le Portugal sur cette matière. Donc, en matière d'impôt sur le revenu, de CSG et d'impôt sur la fortune, on a deux niveaux d'analyse. D'abord, le niveau d'analyse de droit interne français, où on regarde si on est bien résident par rapport aux règles posées par le Code général des impôts. Alors, on les rappelle, ces règles? Alors, on est considéré comme résident fiscal français au sens du Code général des impôts si on a en France son foyer. Donc, le foyer, c'est le lieu de vie. Le centre de son activité professionnelle. Donc, si on est gérant de société, si on est salarié en France, si on est indépendant en France, ou le centre de ses intérêts économiques. Donc, si on a en France ses principaux investissements ou le siège de ses affaires. Ces critères ne sont pas cumulatifs, ils sont alternatifs. Il suffit d'en remplir un pour être considéré comme résident fiscal de France au sens du Code général des impôts. Donc, Bernard, vous remarquez quand même que ces critères sont très larges. Un contribuable français qui a fait toute sa vie en France, qui a investi dans l'immobilier, qui a peut-être des parts de société qui partiraient au Portugal, resterait considéré comme résident fiscal de France sur le critère du centre des intérêts économiques. Un dirigeant de société qui partirait au Portugal mais qui garderait ses mandats sociaux en France continuerait à être considéré comme résident fiscal de France sur le critère de l'activité professionnelle. Donc, genre, on a des critères qui sont relativement larges. Ça veut dire que si je vous suis bien, on peut être considéré comme un résident fiscal français sans habiter en France, sans même y avoir mis les pieds pendant toute l'année, juste parce qu'on aurait son centre économique. C'est-à-dire, globalement, allez, on va simplifier à l'extrême. J'ai une fortune d'1 million d'euros, oui. Je n'ai rien d'autre, je suis à la retraite, je dis je m'en vais, je laisse mon 1 million d'euros à la BNP de mon quartier parce que je les trouve sympas, ma retraite, je ne l'abandonne pas, je continue à la percevoir et je vais m'installer au Portugal et on va me considérer comme un résident fiscal français. Tout à fait, au sens du droit interne. Encore une fois, au sens du droit interne français. Donc, une fois qu'on a fait ce premier niveau d'analyse, et si on est bien considéré comme résident fiscal français au sens du droit interne, là, on va regarder les critères conventionnels. Donc, les critères qui sont posés par la convention qui lie la France et le Portugal depuis 1971. Et là, j'ai des critères qui ne sont pas les mêmes que ceux du droit interne français et qui sont successifs. Donc, ces critères-là, à partir du moment où on coche une case, on ne va pas regarder les autres. Donc, le premier critère de la convention fiscale entre la France et le Portugal, c'est le foyer permanent d'habitation. Le foyer permanent d'habitation, c'est un bien immobilier à disposition, un bien immobilier qu'on peut habiter.
Donc, à partir du moment où on n'a plus de biens immobiliers en France qu'on peut habiter, on ne peut pas être considéré comme résident fiscal de France au sens de la Convention. Donc ça, c'est très important. Si par contre, on conserve un foyer permanent d'habitation dans les 2 États, là, on part sur un autre critère qui est le centre des intérêts vitaux. Alors, le centre des intérêts vitaux, pour le coup, Bernard ? Ça va être Oui, pardon, ça avait un peu coupé. Le centre des intérêts vitaux, vitaux, c'est l'argent, la famille. oui, exactement. En fait, le centre des intérêts vitaux, c'est un critère qui est très subjectif. Donc, c'est les relations familiales, les relations sociales, les activités associatives, les activités professionnelles, en sachant qu'on a une présomption là-dessus. L'administration fiscale française présume que vous avez votre centre des intérêts vitaux en France si vous avez gardé votre ancienne résidence principale en France. Ce qui est somme toute assez logique en disant, mais si vous êtes parti, si vous étiez parisien, que vous êtes parti au Portugal, mais que vous avez gardé votre appartement à Paris, c'est forcément que vous avez gardé vos liens à Paris. D'accord. Donc ça, c'est vraiment… Alors, c'est une présomption qui se combat, mais c'est une présomption qui est assez difficile à combattre. Ensuite, si jamais on n'arrive pas à identifier la résidence à partir de ces 2 critères, donc le foyer d'habitation ou le centre des intérêts vitaux, on passe au séjour habituel. Et le séjour habituel… En réalité, le séjour habituel, c'est le temps passé dans chacun des pays, c'est un critère qui est lointain. Beaucoup pensent que ce critère est primordial, mais en réalité… Non, il n'est pas du tout primordial. Il n'est pas primordial et en plus, il est difficile à… c'est difficile d'emporter la résidence là-dessus parce que ce n'est pas le lieu du séjour le plus habituel, c'est un lieu de séjour habituel. Donc, 3 mois en France pourrait suffire. 3 mois de suite en France pourrait suffire, par exemple. On ne compare pas le Portugal contre la France. D'accord. Donc, ce n'est pas le lieu du séjour le plus habituel. Parce que c'est vrai que beaucoup de clients viennent au cabinet en disant « c'est bon, j'ai passé 184 jours au Portugal, donc je ne suis pas résident ». En réalité, ce n'est pas ça. Il faut avoir passé effectivement du temps au Portugal, mais pas de temps en France. Ou assez peu de temps en France, un peu de vacances, un peu de choses comme ça. Alors, vous arrivez à le qualifier que assez peu de temps, il est inscrit dans le marbre ou non? Ça va, non, il est malheureusement pas inscrit dans le marbre, mais on a des jurisprudences avec 4 mois. 4 mois suffisent. Ça veut dire que, est-ce que j'ai le droit de la prendre dans l'autre sens? Si ce n'est pas 4 mois, vous ne serez pas inquiété ou non? Il ne faut pas faire affaire aussi. Alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment de montrer que j'ai pas de séjour, enfin, pour montrer, pour moi, à mon avis, que j'ai pas de séjour habituel, c'est on peut passer du temps en vacances en France. Voilà, là, le juge accepte que des vacances, voilà, ça ne fait pas de vous un résident. Mais par contre, si je commence à passer beaucoup de temps hors vacances et plus de 4 mois a fortiori, là, par contre, vous êtes sûr d'être dans le séjour habituel en France. D'accord. Et enfin, le dernier critère, c'est la nationalité. Donc, si on n'arrive pas à arbitrer sur les 3 premiers critères, le fait d'être national français, d'avoir la nationalité française, fait de vous un résident de France. D'accord. Alors, si on revient sur d'abord, nous, on a appelé un petit peu le thème de l'émission piège. D'abord, est-ce que c'est vraiment un piège? Et est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est des dossiers qui sont très, très régulièrement traités? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que c'est de la bagarre entre le contribuable et les impôts sur le fait qu'il soit résident ou pas résident? C'est quelque chose, je n'ai pas envie de dire que vous en traitez 10 par jour, mais c'est quelque chose qui revient de manière systématique au cabinet, c'est un vrai sujet, ou ce n'est pas autant un sujet que ça, et c'est plutôt les gens qui partent, comme il n'y a pas de règles scientifiques et qu'on ne peut pas leur faire une liste de 10 choses en leur disant si vous mettez les 10 croix oui, vous êtes non-résident, c'est plié. Est-ce que c'est plutôt une chimère et un sujet de fantasme, ou est-ce que c'est un vrai sujet d'avocat et vous avez une équipe dédiée à ça pour comprendre et essayer? Alors, il y a quand même des enjeux, donc il y a quand même un certain nombre de dossiers sur la place. Après, il y a 2 types de dossiers qui peuvent être impactés par ça. C'est soit les contribuables qui n'ont pas fait leurs obligations déclaratives de sortie, donc des contribuables, par exemple, qui continuent à se déclarer en France ou qui ont oublié d'envoyer un courrier à l'administration en disant « voilà, je suis parti au Portugal ». Donc, ceux-là sont considérés de base comme résidents fiscaux de France. Et s'ils veulent tirer parti des avantages qu'offre le Portugal, c'est à eux après d'aller voir l'administration en disant « mais je ne suis pas résident fiscal de France » et d'aller un peu se bagarrer. Donc ça, on a pas mal de dossiers comme ça. Et les deuxièmes dossiers, c'est des dossiers à enjeu. Donc des dossiers où j'aurai une grosse succession, une grosse donation, des revenus importants, des contribuables qui peuvent avoir un impôt sur la fortune important. Ceux-là, c'est des dossiers qui peuvent être scrutés et qui peuvent du coup être contrôlés par l'administration. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle, c'est un peu le radar de l'administration. C'est-à-dire que quand on est connu ou quand on va vendre une entreprise ou quand on va déclarer une succession,
ou quand on possède plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'immobilier en France, et que donc il y a l'administration, à juste titre d'ailleurs, puisqu'en fin de compte, elle regarde ses bons clients en premier lieu, comme on fait tous. Donc, l'administration regarde et là, elle va dire, bon, il y a un enjeu pour moi, je vais étudier mon dossier. Maintenant, quand il n'y a pas vraiment d'enjeu et qu'elle se dit, bon, quand bien même si on arrivait à démontrer que ça ne change pas grand-chose, là-dessus, il n'y a pas trop de sujets, ce n'est pas un sujet récurrent. Exactement, là-dessus, ce n'est pas un sujet récurrent. Le contribuable qui partirait, qui garde un peu de revenus fonciers en France et qui a une pension de retraite, ça, pour le coup, je n'ai jamais vu un contrôle fiscal là-dessus. Surtout si le contribuable passe vraiment du temps au Portugal. Là, généralement, le débat s'arrête ici. D'accord. Et alors après… le piège, juste Bernard, vu qu'on parlait effectivement des pièges liés à la résidence, le piège, c'est que les règles dont je viens de vous parler concernent l'impôt sur le revenu, la CSG et l'impôt sur la fortune. Ça ne concerne pas les donations et les successions. Là, j'ai beaucoup de clients, par contre, là, qui viennent nous voir en disant, mais voilà, je vis au Portugal, j'ai mes enfants qui peuvent être au Portugal ou peuvent être ailleurs dans le monde, je veux faire une donation de patrimoine et le Portugal ne taxe pas les donations entre donateurs et donataires, ouais, entre enfants et parents. On est bien d'accord, maître, que je suis exonéré en France. Et là, vous lui dites non, on n'est pas d'accord. Ben là-dessus, dans certains cas, on peut dire attention, vous avez encore votre centre des intérêts économiques en France. Vous pouvez avoir gardé des mandats sociaux en France, une activité professionnelle. Donc, au sens du droit interne français, vous êtes résident fiscal de France. Et la convention fiscale entre la France et le Portugal ne s'applique pas aux donations, elle ne s'applique pas aux successions non plus. Donc, toutes les règles dont je viens de vous parler, celles-là, elles ne marchent pas sur donation-succession. Donc, on peut très bien être non-résident depuis 20 ans, depuis 30 ans, au sens des impôts sur le revenu, mais au jour de la succession ou de la transmission via une donation, se retrouver dans le champ de l'impôt français, comme un Français traditionnel. D'accord. Et alors, ça veut dire que, puisque dans le droit interne, la notion de résidence, elle compte, il suffit d'avoir, si j'ai une résidence, allez, une petite maison sympathique dans le sud de la France, oui, que j'ai acheté 20 ans avant de partir, que j'ai toujours conservé, on va même se mettre du côté du contribuable. J'y vais pas tous les ans. Allez, j'y vais une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Mais le simple fait d'avoir cette résidence, si je la donne à mes enfants, alors que mes enfants ne sont pas résidents français, les droits de donation français vont s'appliquer parce que je la possède sur le sol. Oui, alors ça effectivement, parce que les droits de donation français ou les droits de succession s'appliquent aux biens qui ont une assiette française, notamment les biens immobiliers qui ont une assise en France, ou les parts de sociétés immobilières qui sont en France également. Donc là, le simple fait d'avoir effectivement un bien sur le sol français ouvre une succession en France, quand bien même personne n'est résident en France. Ça veut dire que même si on… Allez, je vais complètement sortir de notre contexte, mais par exemple, je suis américain, j'ai acheté une maison en France il y a 20 ans, j'y vais de temps en temps en été, mes enfants sont américains, on vit tous aux États-Unis, malheureusement, je décède, mes enfants vont hériter cette propriété, une succession française va s'ouvrir ? Peut être ouverte. Alors, il se trouve qu'entre la France et les États-Unis, j'ai une convention en matière de succession. Donc là, ça va être des règles particulières qui s'appliquent car j'ai une convention fiscale. Mais si je prends votre exemple avec le Portugal, effectivement, les parents sont portugais, les enfants résident au Portugal. J'ai une maison en France acquise il y a 30 ans. Là, les droits de succession seront dus en France. D'accord. OK. Et c'est uniquement pour l'immobilier ou ce serait la même chose avec un compte titre ? C'est la même chose avec un compte titre qui est tenu dans un établissement français. D'accord. Même si cette règle est assez peu appliquée. Cette règle en pratique est assez peu appliquée sur les comptes titres. Elle est assez peu appliquée ? Elle est assez peu appliquée. Sur l'immobilier, elle est très appliquée. Parce D'accord. qu'on passe par un notaire. Pour transmettre les biens immobiliers, ça passe nécessairement par un notaire et les notaires connaissent la règle, donc ils l'appliquent. Pour les comptes titres, c'est apprécié un peu plus souplement. D'accord. Et alors, pour éviter… Alors, j'ai une autre question. Parce que on rencontre aussi d'autres gens. On rencontre des gens qui payent leurs impôts en France, qui déclarent leurs impôts en France, qui ont une maison en France ou même peut-être pas, mais en tout cas qui se déclarent résidents français et qui clairement ne le sont pas. C'est-à-dire, c'est des gens, des retraités, ils vont passer les 9/10 de leur temps en dehors de France et rentrer 1 mois par an en France, ou des fois même pas, 15 jours, et aller soit dans une maison qu'ils peuvent posséder historiquement, une maison de famille, ou aller voir les enfants ou les parents ou des choses comme ça. Pour des questions
de convenance personnelle, ils vont dire, ils vont préférer rester résidents français. Des fois, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts ou peu d'impôts. Il ne faut pas oublier que le Portugal est un pays où il y a beaucoup d'impôts sur le revenu. Et donc, ces gens-là, ils pourraient être… l'administration fiscale française pourrait en théorie leur dire non, vous n'êtes pas résident, ou ça n'existe jamais, et ce serait l'administration fiscale portugaise qui pourrait plutôt leur dire attendez les gars, vous êtes résident au Portugal et pas en France. Oui, c'est plutôt l'administration fiscale portugaise, car l'administration française n'a aucun intérêt, sauf cas vraiment exceptionnel, à considérer que quelqu'un n'est pas résident fiscal de France. Sauf pour rejeter des dons ou pour des choses comme ça, mais je n'ai jamais vu le cas en pratique. Généralement, quand quelqu'un s'autodéclare résident de France, l'administration ne le conteste pas. C'est plutôt l'inverse. Quand quelqu'un se déclare non résident, c'est là où l'administration va venir un peu chercher, car la fiscalité est moindre pour un non-résident que pour un résident. Alors, moi, j'ai lu quelque chose. J'ai lu que quand, dans les conventions fiscales entre deux pays, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez de France et que vous dites, voilà, je ne suis pas résident et que, entre guillemets, bon, les impôts acceptent, ils acceptent temporairement, parce qu'ils peuvent toujours revenir en arrière, mais en tout cas, laissent passer la chose et le valident, que d'un autre côté, vous vous inscrivez comme résident au Portugal et vous dites, voilà, maintenant je suis résident au Portugal, que les Portugais, on va dire, le valident aussi puisqu'ils vont vous faire payer d'impôts, donc ils valident votre notion de résident, qu'à partir de ce moment-là, s'il y a une contestation, ce sont les deux pays qui doivent se mettre d'accord et déclarer conjointement de quel endroit est résident le contribuable. Oui, alors ça, c'est si j'ai des conflits de résidence qu'on n'arrive pas à régler avec la Convention. Effectivement, on a des procédures d'arbitrage entre pays pour déterminer dans quel pays récupère le droit d'imposer. C'est une situation très particulière. Et plutôt pour les sociétés, d'ailleurs. Mais alors, quand par exemple, le fisc français viendrait envoyer une lettre à un contribuable en disant « Monsieur, au vu de votre situation, nous considérons que vous êtes résident français. » Oui. Lui, il va répondre « Ben non, regardez, j'ai payé mes impôts au Portugal. » Est-ce que le fisc français peut continuer la procédure tout seul ou il doit obligatoirement prendre contact avec son homologue portugais et ils doivent ensemble décider? Non, le fisc français va continuer sa procédure tout seul. À charge pour le contribuable d'aller voir les autorités portugaises en disant « Ah, mais en fait, je n'étais pas résident chez vous, donc remboursez-moi les impôts que j'ai indûment payés. » Et c'est que si… Oui. Mais non, monsieur, vous êtes résident. Si les Portugais disent « Mais non, vous êtes résident », c'est là où j'ai la procédure d'arbitrage qui peut s'ouvrir. D'accord. Et cette procédure d'arbitrage, elle devient obligatoire? C'est une procédure qui va protéger le contribuable? Ou le fisc d'un des deux pays peut la refuser et dire non, non, pour nous, vous êtes résident, un point, c'est tout? Non, c'est protecteur. C'est protecteur. Donc, il faut saisir Bercy directement, mais par contre, c'est long. Donc, ça peut prendre des années à trancher. D'accord. J'ai même entendu qu'il y en avait qui n'étaient jamais tranchés. Je n'ai pas eu le cas de non tranché, mais j'ai eu le cas de 2 ans. On a demandé ça il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans et on n'a toujours pas de retour. Oui, ça m'étonne qu'à moitié, mais moi, j'ai eu des retours sous 2 ans en principe. D'accord. Donc, quand même quelque chose de plus rapide. 2 ans pour le temps de la justice, ce n'est pas si long que ça. Oui. Mais surtout qu'il faut connecter des administrations entre elles, donc c'est très long. Donc, voilà. Alors, vous, quand quelqu'un s'en va, où est-ce que vous mettez vos lignes rouges? Où est-ce que vous mettez vos lignes rouges en lui disant, attendez, si vous faites ça, on va aux ennuis? Et où est-ce que vous mettez vos lignes vertes en disant, si vous faites ça, ça et ça, bon, je peux bien évidemment rien vous promettre, mais il ne devrait rien se passer? Alors, le conseil de base en matière de résidence, c'est de ne pas conserver son ancienne résidence principale. Ça, c'est vraiment le voyant rouge pour l'administration française. Donc, c'est soit de louer, de mettre en location sa résidence principale française, soit de la céder. Le contribuable qui garde son ancienne résidence principale s'expose vraiment à un contrôle et un risque de requalification sur sa résidence. Bien évidemment, au-delà de ça, il faut aussi travailler sur les liens économiques, essayer au maximum d'alléger le contribuable de ses mandats, d'essayer de placer de l'argent hors de France, on va y mettre de l'argent au Portugal, typiquement dans un cas franco-portugais, et surtout de passer du temps au Portugal. Même si ce n'est pas un critère conventionnel, c'est quand même quelque chose que les impôts vont regarder. Quelqu'un qui a pris une résidence… Ils vont regarder le temps que le contribuable qui prétend être portugais a passé au Portugal, ou ils vont plutôt regarder le temps que le contribuable qui prétend être portugais a passé en France? Non, ils vont regarder les deux en réalité. Mais un contribuable qui a abandonné son ancienne résidence principale,
qui a pris une résidence principale au Portugal, éventuellement qu'il a acheté, qui passe 8 mois dans l'année au Portugal et qui a éventuellement monté une petite société au Portugal et qui ne travaille plus en France, celui-là, dans 99% des cas, il n'est plus résident de France, avec certitude. D'accord. Même, on conserverait des avoirs, des choses comme ça en France. D'accord. Est-ce que dans le cadre des contribuables que vous avez défendus, des procès auxquels vous avez pu aller, des choses comme ça, est-ce que vous avez des décisions en non-résidence-résidence qui sont complètement ubuesques ou qui vous choquent ou qui vous paraissent incompréhensibles? Ou est-ce qu'en fin de compte, vous trouvez que globalement, il y a une logique de l'administration, qu'elle se tient à votre logique et que les décisions, je n'ai pas envie de dire c'est couru, mais vous êtes rarement surpris? Non, logiquement, on est rarement surpris parce que les dossiers qui vont jusqu'au tribunal, c'est quand même des dossiers qui ont été examinés par l'administration, par un inspecteur des impôts, par son chef, par le chef de son chef, par des commissions administratives. Donc, c'est quand même un dossier qui a vécu. Donc, à partir du moment où on arrive au tribunal, c'est vraiment que l'administration est sûre que le contribuable est français. D'accord. Et dans les phases avant le tribunal, quand il s'agit de discuter, d'expliquer, de donner les documents, là, vous vous sentez comment? Vous sentez que l'administration elle est à peu près constante dans ses points de vue et vous n'avez pas trop de surprises? Ou des fois, vous dites à votre client, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, c'est absolument pas logique. Oui, alors ça dépend vraiment des services des impôts. On va dire que les services nationaux, les directions nationales sont très au fait des règles en matière de résidence fiscale et des principes conventionnels. Donc, avec ces directions-là, en principe, on a peu de surprises. Parfois, on a un peu plus de surprises dans les directions locales, où effectivement, ils n'ont pas lu la convention fiscale ou des choses comme ça, et du coup, ce qui conduit à des décisions parfois un peu surprenantes. D'accord. Oui, on a parfois des surprises. D'accord. Mais qu'on arrive à traiter en remontant au supérieur de l'inspecteur des impôts, sans aller au tribunal. D'accord. Donc, c'est assez souvent la même chose dans l'administration, en fin de compte. C'est que souvent, on est obligé et on doit discuter avec une personne dans un premier temps qui connaît mal le sujet et du fait de sa méconnaissance ou de son manque de connaissance du sujet, on a des décisions un peu surprenantes et quand on monte, on finit par arriver vers des personnes qui connaissent bien le sujet et les décisions deviennent beaucoup plus dans les clous et dans ce qui était attendu, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Là, il n'y a rien de neuf sous le soleil de l'administration. Là, il n'y a rien de neuf. Voilà. OK. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour ce sujet. Pour les plus chanceux, ils l'auront en direct dans 8 jours. Faites attention quand vous allez venir, il paraît qu'il y a des grèves. Donc, regardez à 2 fois vos billets. Donc, ouais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et on se retrouvera pour une prochaine émission. La French Radio. Portugal.